Ça m'est arrivé, à chaque fois je leur dis, il y a un épisode une fois où ils m'appellent, ils me demandent combien de points t'as mis. Et je dis 2. Ils me raccrochent le nez. C'est vrai? Ouais. Je joue contre Houston, je mets 18 et le match d'après, tu dis, bah, il va jouer 0. Joachim 0. On sait pas. Et en fait, tous ces trucs-là, je t'ai dit, il y a. Sur toutes les fois où j'ai pleuré dans ma vie, je pense qu'il y a au moins facilement aujourd'hui 60% basket. Je vois que Larry, il a démissionné par rapport au trade de Paul George de Paul. Ok. Et là, je me dis, putain, c'est la merde. Parce que c'est lui qui m'a fait venir. Ouais. Salut Kevin, bienvenue dans le podcast, merci d'être parmi nous. Ouais, merci pour l'invitation. Ça fait 20 ans maintenant que je t'ai vu pour la première fois. Ouais, c'est ça. Le temps passe vite. Hein. Ça passe vite. Hein. Je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était à Obna. Ouais. Je pense en 2007, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que Brice, pote qui est là avec nous, il disait. T'es arrivé, t'avais un short trop petit. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, ça a toujours été une galère, les shorts. C'est vrai. Et j'avais des grosses cuisses, tu vois, j'ai toujours eu des grosses cuisses, donc du coup, même en termes de shorts, c'est chiant, donc tu trouves des trucs. Mais c'est marrant, tu vois, qu'on se souvienne de moi pour le short. on va revenir là-dessus un peu plus tard. Pas sur les shorts, mais sur le reste de Cholet Basket. Avant de commencer, toi, comment t'es tombé dans le basket et d'où est-ce que tu viens à la base? Kevin Séraphin, du coup, je suis de Guyane. Comment je tombe dedans? Par hasard. Par hasard, j'ai fini les cours. Je croise la sélectionneuse de Guyane au collège. Au collège, alors? Ouais, à ce moment-là, j'ai 13 ans. Elle me demande si j'ai envie d'essayer. J'ai toujours été curieux sur le sujet, donc je me suis dit pourquoi pas. T'étais grand déjà? Je vais faire, je pense, 1m90, 1m80. Ok. J'étais pompier à ce moment-là, donc du coup, j'ai dû adapter ma vie un peu par rapport à ça. T'étais pompier à cet âge-là déjà? Ok. Donc j'ai commencé, en fait, il y a une formation de jeunes sapeurs-pompiers. Ok. Donc tu commences à 13 ans et jusqu'à 16 ans. Et après, de 16 à 18 ans, tu peux être volontaire. Et après, à 18 ans, tu peux devenir professionnel. Donc et du coup, j'ai passé l'examen. Tu tombes... Il y a un examen. Quand t'es enfant, on sait quand on est enfant, des fois, pompier, le métier, camion rouge, l'uniforme, c'était vraiment comme ça? Il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais vu un accident devant chez moi. Ok. Donc un mec qui roulait à moto, toute vitesse, il sort, il se prend la voiture, donc il est injecté à je sais pas combien de mètres. Et les pompiers étaient venus vite et l'avaient aidé, tu vois. Et ensuite, du coup, dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu un de mes collègues de classe dire qu'il y avait cette compétition, comment t'appelles ça? Ce diplôme, quoi. Ce diplôme pour rentrer, en gros, voilà. Et du coup, à partir de là, j'en ai parlé à mon père et il m'a inscrit. Et je savais pas nager, donc j'ai appris à nager en 3 mois. Ok. Passer l'examen, donc tu commences avec l'épreuve physique. On est beaucoup de gamins, hein, donc pour 12 places par caserne, t'as peut-être 600 ou 800 gamins. Ok. Et il y a des casernes, à l'époque, il y en a 6, 7. Tu vois, donc c'est pas beaucoup. Et donc du coup, tu passes, la première, c'est physique. Après ça, tu passes à l'écrit. Donc tu dois connaître un minimum en termes de la France, ce qu'il a dit les ministres, les différents trucs. Donc on te pose plein de questions. Et après, t'as l'oral. Okay. Donc là, pour expliquer ta motivation, pourquoi tu aimerais devenir pompier, qu'est-ce qui te pousse à ça. Et du coup, j'étais parti dans cette voie-là d'abord. Okay. Puis le basket est arrivé. Et par exemple, à cause de ça, tous les samedis, je jouais pas mes matchs parce que j'allais en cours. Énorme. Ouais. Donc tu jouais pas les matchs parce que tu avais tes cours de pompier. Ça, comme tu t'étais engagé sur ça avant. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et quand je suis arrivé à Poitiers, c'était ma dernière année. Et à partir de là, c'est là que j'ai eu mon diplôme, j'ai tout eu. Donc j'aurais pu enchaîner, sauf que Cholet est venu et je suis parti à Cholet. Okay. Et comment t'es arrivé à Poitiers? Qui c'est qui t'a détecté là-bas? Tu vois, moi, la Poitiers, je l'avais totalement zappé. Ouais. Je pensais que t'étais arrivé à Cholet direct, tu vois. Ouais, j'arrive à Poitiers en 2005 par Antoine Brault. Ok. Et détecté par Jean-François Martin, du coup. Et c'est lui qui m'envoie à Poitiers. Parce qu'au début, on va dire que c'est un peu compliqué, parce que j'ai pas cet amour du basket. Okay. Et donc, du coup, et en plus de ça, je suis un peu bordeleur sur les bords. Donc, avec les notes, ça suit pas. Donc, Cholet peut pas me prendre la première année. Donc, c'est pour ça qu'il m'envoie à Poitiers. Où, du coup, ça tombe très bien, puisque en plus de ça, t'as l'un des plus grands centres de formation des pompiers à Poitiers. Donc, avec tous les examens, les maisons que tu peux mettre en feu. Ah ouais. Donc, du coup, je tombe vraiment bien là. Donc, je fais ça. La même année, j'ai mon brevet. Il faut que je parte à Cholet. Et suite à ça, je fais tout. Et j'arrive à Cholet, et c'est là que tu... Et quand tu parles de... T'avais pas l'amour du basket? C'était vraiment, je suis grand, c'est bon, je me suis engagé là-dedans, j'en fais. Qu'est-ce qui te fait dire que t'avais pas cet amour-là?
Bah, déjà aujourd'hui, c'est avec du recul aujourd'hui, je peux te le dire. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que j'avais pas rien que le fait déjà que je choisisse mes classes de pompier par rapport Ok. au basket, tout en sachant que je loupe vraiment, je fais un match. Hein. Et c'est le seul match on me détecte, c'est à la fin, c'est à toute fin, Coupe de Guyane. Mais j'ai pas cet amour. J'ai pas grandi dans le basket. Mon père fait pas de basket, ma mère fait du foot, du volley, mon père fait du foot, mon petit frère fait du foot. Donc on a une famille de foot. Et j'ai pas forcément. J'avais vu quelques gars jouer sur le terrain d'à côté, mais j'avais pas plus que ça. Quand elle m'a proposé, je me suis dit j'avais envie d'essayer parce que je fais déjà du foot depuis 7 ans. Ok. Donc de 7 à 13. Et ensuite, c'est là que j'ai juste fait le switch et puis ça s'est avéré bon. Et c'est Jean-François Martin qui t'a repéré en Guyane, du coup? Ouais, c'est par Jackie Périgois qui en parle à Jean-François et Jeff, à partir de là, il est en contact avec mon père. Et cette relation-là, elle dure pendant 2 ans. Tu vois, pour essayer de me faire rentrer, sauf qu'à chaque fois, mes notes, elles suivent pas. Cholet, ils acceptent pas. Donc, du coup, quand ils voient que le temps passe, j'arrive tard, hein, j'arrive en 2e année. Quand ils voient que le temps passe, ils m'envoient à Poitiers. Ok. Et quand tu arrives à. Déjà, toi, comment tu vis la transition entre la Guyane et la métropole? C'est différent, le climat, tout. On sait des fois aussi que. Moi, j'ai joué avec des gars où l'adaptation, c'était des fois un peu compliqué. Toi, comment tu as vécu déjà cette arrivée? Déjà, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec mes parents, on a souvent bougé. Ok. Donc, du coup, j'ai vécu 2 ans avant ça dans ma vie, j'ai vécu en métropole. Parce que ma mère est partie faire son diplôme des ressources humaines. Où ça? Elle était partie à Noisy. Elle était à Noisy-le-Grand, elle était à l'ESSEC, du coup. Et on habitait à Noisy. On a bougé entre-temps, on est passé à Meaux, on est passé à Stein, on est passé à différentes zones un peu de l'Île-de-France. Et ensuite, on a fini à Noisy-le-Grand, du coup. Et après, donc du coup, j'avais déjà vécu. J'ai fait mon CM2 et ma 6e en France. Ok, donc ça, il n'y a pas eu un temps d'adaptation. Et en plus de ça, ma mère était toujours un peu... Mes parents ont toujours voulu voyager. C'est pour ça que déjà, rien que le fait que moi, je m'appelle Kevin et Steve, mon frère s'appelle Steve, c'est qu'ils ont toujours été inspirés par l'Amérique. Donc il y a eu ça. Et après, donc du coup, dès que ma mère pouvait, elle nous emmenait en France, on allait en France, on allait à Disney, on venait à chaque fois à Paris. Donc du coup, j'étais pas en tout cas si... Dépaysé, pas du tout. Et quand tu arrives à Cholet, donc dans un centre de formation, est-ce que tu connais un peu l'histoire du club? Tu sais qu'il y a c'est un centre de formation qui a formé de nombreux très bons joueurs. Et d'ailleurs, toi, quand tu arrives, il y a une génération... Totalement. Enfin, il y a des générations incroyables. Est-ce que tu es un peu au courant de tout ça? Oui, parce que l'année d'avant, j'étais à Poitiers. Je suis venu faire des essais. Donc j'ai pu un peu parler, mais après, je connais pas tout. Je connais pas... Par rapport à ce que je sais aujourd'hui, je connais rien. À l'époque, j'arrive, je connais certains gars. Je connais Claude Marquis, je sais qu'il est là. Je connais Rodrigue Beaubois, on avait joué contre lui la saison d'avant. Des trucs comme ça, mais je les connais pas tous. Et puis après, tous les joueurs qui sont sortis, c'est quand j'arrive au fur et à mesure que j'apprends sur les 4 ans. C'est Claude Marquis, c'était un peu la... J'ai l'impression que Christophe Léonard m'en avait parlé. C'est un peu le gars qui vous accueillait, non? C'est ça, tu vois, surtout pour nous Guyanais. C'est un Guyanais, donc c'était un Guyanais. Donc du coup, quand je suis arrivé, tout de suite, il nous a toujours encadré. Il parlait anglais avec nous. À chaque fois qu'on avait besoin, même en allant en Russie sur des déplacements, c'est celui qui parlait anglais. Donc il nous a un peu pris comme un grand frère, ça c'est vrai. Et je pense que tous les mecs à Cholet, surtout le côté anti-guyanais, on va te le dire, parce que Claude, il était vraiment présent, il était là pour tout le monde, mais on avait ce lien en particulier avec lui. Et t'arrives donc du coup, il y a quoi? Il y a encore Nando De Colo? Quand j'arrive, il y a tout le monde. Il y a peut-être Charles Cahudi, la génération de Charles, Jean-Michel Mipoca, je crois, qui viennent de partir. Ok. Mais nous, du coup, il y a Gary Fleurimont, Massé Doumbé, Nando De Colo, Rodrigue Beaubois. Donc on a toutes ces générations. Tu sais que c'est des gars, ils ont fait des carrières de fous en professionnel, mais j'ai l'impression que, tu vois, Gary Fleurimont, tu vois, t'en as parlé, il n'a pas fait la carrière de Nando De Colo, mais tu vois, ce genre de gars qui étaient des all-star légendes, tu vois. C'est ça. En espoir, tu vois. Surtout quand t'arrives, pour moi, ils sont tous incroyables. Je les vois comme des Avengers. Je dis, mais c'est quoi c'est là que je me rends compte, je me dis, mais en fait, je sais rien du basket. Je pensais un peu que j'étais correct, parce qu'à Poitiers, j'arrivais à faire mon truc, mais quand j'arrive à Cholet, c'est un renouveau total. Tu te dis, mais... Ouais, en fait, c'est juste un autre niveau ici. Donc, du coup, tous les mecs sont là et puis tout le monde est déjà un peu... On est dans un club pro, donc tout le monde a déjà un petit encadrement là où, tu vois, moi, je suis encore dispersé dans ma tête. Donc, forcément, au fur et à mesure... Tu sais rien du monde professionnel, tu sais rien comment te comporter comme un pro, s'entraîner. Et donc, quand je te vois donc, sur ce Final Four cadet en 2007, vraiment, on entend commencer un peu à parler de toi, tu vois, mais plutôt comme potentiellement un prospect. Il faut que les gens ils comprennent qu'à l'époque, c'est pas maintenant...
un prospect, il y a plein de vidéos YouTube, tout le monde te connaît, il y a des comptes Instagram qui en parlent. C'est un peu, bon, on l'a jamais vu jouer, on sait même pas vraiment, on sait que c'est au début du projet. Physiquement, bien sûr, t'es au-dessus, mais tu peux pas encore jouer, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand j'arrive, surtout que je comprends rien au basket, t'as bossé, donc c'est juste un apprentissage en vérité. Donc je peux pas du tout jouer. Donc même pour être honnête avec toi, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu de la chance d'être au Final Four parce que de base toute cette année-là, je suis pas avec eux. Ok. T'étais en région du coup. J'étais en région du coup. On m'a envoyé en région, en R2, je crois. Il y avait un projet de la faire monter en R1. Et j'étais avec Sébastien Morin, là que d'ailleurs, on se rapproche encore plus. Préparateur physique, c'est ça. Ouais. Et il était en charge de coacher cette équipe. Donc du coup, c'est comme ça que je suis avec lui, donc pratiquement toute l'année. Et à la fin, il y a même Steve qui me rejoint. Je sais pas vraiment pourquoi il l'envoie avec moi, mais Steve en région aussi. Et on se fait ça. Et c'est à cette année-là que je me fais violence et je me dis, bon, il est temps de passer à autre chose. Mais tu t'en rendais compte, parce que tu sais, il y en a qui n'ont pas le niveau, mais ils disent, c'est le coach, c'est ci, c'est ça. Toi, tu t'en rendais compte que bon, le niveau d'au-dessus, t'étais pas encore là où tu voulais aller? Oui. Et puis tu le vois, tu le sais. Quand t'es pas bon, tu le sais. À un moment, quand tu mets 2 points, il y en a tu qui galères. il y en a qui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai toujours eu un père très vrai. Ça m'est arrivé, à chaque fois, je leur dis, il y a un épisode une fois où il m'appelle, il me demande combien de points t'as mis. Et je dis 2. Il me raccroche le nez. C'est vrai? Ouais. donc, mon père a toujours été vrai, en fait. Donc, par rapport à ça, on s'est jamais menti. J'ai toujours été honnête avec moi-même. Donc, à ce moment-là, je le sais. Et justement, je suis prêt à, comme je t'ai dit, passer un cap, à passer à un autre niveau. Mais oui, je sais que je suis pas. Je le vois à l'entraînement, je fais des dingueries. Une fois, je vois Gary qui me fonce dessus, je fais des 360, je balance la balle dans les tribunes de la mairie. Des choses, je dis, bon. Il n'est pas encore prêt, clairement pas. Si moi aujourd'hui je vois un jeune faire ça, je dis non. Non. Et comment, quand tu dis passer au niveau supérieur, tu me disais avant le début de l'épisode que c'est vraiment sur un été que tu t'es motivé. Ouais. À quoi ça ressemblait du coup? C'était là, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui t'a pris sous son aile et qui t'a dit allez viens on va bosser, ou c'est vraiment toi tout seul? Non, c'est venu de moi tout seul. Parce qu'en fait t'arrives à un stade où t'es nul et tu sens que les gens pensent que t'es nul autour de toi. Ouais. Et ça c'est chiant. Tu vois, et c'est vraiment frustrant même en vérité, parce que j'entends des choses, je suis là, j'entends, il y a des gens qui parlent, t'entends, on dit mais il est nul, arrête, et t'es juste là en fait. Surtout quand t'es grand, généralement les coachs ils veulent donner lui la balle au grand, donner la balle au grand, tu vois. Et c'est frustrant. Et même tes coéquipiers, il y en a, tu vois, ils ont des petites réactions, donc tu sens à un moment que t'es pas dans le truc, mais tu peux rien y faire de toute façon, t'es dans cette phase où, mais à ce moment-là, je me dis, je parle avec Steve Oyifat en fin de saison et je lui dis comme ça, mais en fait, j'ai marre d'être nul, comme ça. Et je sais pas d'où elle vient, je rentre, j'ai une détermination incroyable. Et je rentre en Guyane et je me mets 2 mois en Guyane. Je reste 2 mois en Guyane. Pas rien, pas de mariage. Et à partir de là, tous les jours, basket. Donc je vais au début, j'ai un terrain à côté de chez moi. Donc je pars de chez moi 15, je m'arrête chez mon meilleur pote. Derrière ça, je vais sur le terrain avec une bouteille d'eau givrée. Et je reste là jusqu'à 23h. Donc je joue au début, je me fais des petits trucs près du panier, tu vois, les sensations, les choses comme ça. Puis après, quand les mecs ils viennent à 19h, quand tout le monde sort un peu du taf, ça commence 3-3. Donc comme ça, jusqu'à 23h. Et il y a mon père qui m'attend dans la voiture. Il me ramène tous les soirs. Donc c'est comme ça. Donc je m'embrouille avec ma mère cet été, avec j'allais à des mariages. Non, je veux bosser. Ah, tu séchais même les mariages? Ah non, tout. Cet été, j'ai rien fait. Ok. Rien fait du tout. Donc j'ai continué à bosser. Et derrière, tu te rends pas compte parce que tout l'été, je suis avec les mecs et je joue avec les mêmes mecs, tu vois. Donc tout l'été, il y avait quelques mecs qui jouaient en France, en métropole, donc ils rentraient, donc je jouais avec eux. Et puis tu fais du 3-3, donc ça te permet de dribbler, ça te permet de faire plein de choses. Puis quand je rentre, je t'ai dit, premier tournoi au Havre, je sais pas où, on a eu un tournoi. C'est ça que j'ai vu, MVP. Donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre que les choses changeaient. Et au fur et à mesure, j'explore, tu vois. En espoir en plus, du coup, non? En espoir. Ah ouais, donc même plus en cadet, là, c'est direct espoir, MVP, premier tournoi. C'est ça, premier tournoi. Et là, tu sens que les regards... Ça change. Ça change. Là ce regard que j'avais où tu sens que les gens te disent, ok, il n'est pas si bon que ça ou quoi que ce soit, il commence à changer. Et ça, c'est appréciable, tu vois. Mais j'essaie toujours de le garder en tête parce qu'en fait, c'est ça qui te motive. C'est ça qui, quand les gens, à un moment, te regardent et... Il n'y a personne qui a été irrespectueux, parce que je pense que tu restes quand même un grand gamin à un moment, donc les gens vont pas faire n'importe quoi ou quoi que ce soit, mais t'en as des choses qui te blessent. Donc à un moment, moi, c'était ma détermination, bosser, et puis après, quand j'arrive là, cette année-là, je réempile avec Jeff.
le midi, il vient me chercher. Donc du coup, le midi, je sors, je vais à la mairie, je m'entraîne 45 minutes, 30 minutes, je reviens. 13h30, quand tu reprends les cours, et on faisait ça tout et le puis temps. en plus, les coachs formateurs comme ça, ils adorent ça. Bah, c'est ça. Ils adorent quand déjà c'est eux généralement qui doivent souvent des fois aller chercher les jeunes pour les faire bosser. Et là, tu as ton prospect numéro 1 qui en plus c'est lui qui vient te chercher pour faire travailler. Pour un formateur, c'est le bonheur. Bah, donc c'est ça, et c'est pour ça qu'on a toujours une relation. C'est pour ça que beaucoup de gars de Cholet, je pense, vont te dire ouais, mais c'était ton papa, c'était ci, c'était ça. Parce que, mais en fait, je lui rendais. Je pense qu'à un moment, je le vois aujourd'hui, même en étant dans ma position à Poissy. C'est agréable de donner à quelqu'un et qu'il te rende. C'est chiant quand tu donnes et puis tu vois que le jeune, il faut toujours le pousser, être sur son dos, mais quand le mec il est motivé, les trucs, t'as encore. Donc je me dis, c'est ce phénomène-là qui s'est passé avec moi, tu vois. Et moi, j'ai en plus le souvenir, tu vois, en espoir, de jouer contre vous. Bon, déjà, je pense qu'on avait pris une tôle, je crois, ultime. Mais, tu vois, de me dire, bon, quand il a la balle, il va pas forcément marquer en bas, tu vois. Parce que, souvenir de l'année d'avant, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, comment ça se fait qu'il a... C'est quoi ce bordel, tu vois? Ouais. Je me souviens, tu sais, tes hooks, là. Ouais, le petit hook. T'en as mis combien des hooks comme ça? Dans ma vie ou dans à ce l'entraînement? match à l'entraînement, des millions. Des millions. Une fois qu'ils m'ont montré ce move, je pense que je l'ai abusé. Ouais, parce qu'en plus, t'as des mains immenses. C'est ça. Tu prenais la balle, mais vraiment, tu te Je l'ai décalais. abusé. Et j'étais toujours, à chaque fois, les mecs, ils regardaient l'Euroleague, ils regardaient même des matchs NBA, des fois. Donc, la première fois que je suis tombé sur un match NBA, c'est Igloska, il shoot, et Cleveland, et il met. Et je regarde, il enchaîne, et les 3-4 actions, il les met. Et je me dis, mais putain, c'est ça le niveau NBA, c'est ça, les gars, ils loupent pas. Et à un moment, c'était ça. Donc, le but, c'était d'arriver à ça. Et j'étais motivé par le fait d'avoir des mains, de pas juste être un produit brut et de pas juste contrer. Alors, j'ai jamais trouvé ça très sexy, tu vois. Donc, j'ai toujours été motivé par ça. Donc, je bossais mes mains, Michael, mon shoot, j'ai changé 7 fois. Genre, je bossais tout le temps sur le fait d'avoir du toucher. Donc oui, quand je suis arrivé avec vous, même l'été, c'est ce que je faisais au début. Vu que je ne savais pas shooter et que j'avais pas... j'étais en dessous du panier. Je m'assurais, je reconnais les repères, j'annonce là. Je fais tourner, je regarde, ça fait ça. Et comme ça, j'avançais. La curiosité aussi. C'est ça, en fait. Et est-ce que physiquement, par contre, là, tu as toujours été au-dessus de tout le monde. Est-ce que tu sentais déjà à ce moment-là que même par rapport à des pros, il n'y avait pas de problème? Non, il y a ça, c'est en espoir. Donc il y a toute cette phase d'espoir où on joue l'un contre l'autre, on fait ce truc. Et quand j'arrive, du coup, ma première année avec les pros, là, c'est chaud. Je me tape Claude. Il est dur, lui. Hein. Là, c'est chaud. C'est la première fois que j'appelle ma mère, je lui dis, bon, là, c'est chaud. Il y a un mec. Tu sais que j'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a lui et Maxime Zianveni. Ouais. Où c'est les deux gars où souvent, quand je demandais à des joueurs, c'est qui le gars le plus dur contre qui t'as joué, tu sais, c'est pas les gars vraiment fitness magazine, c'est morphologie. C'est vraiment. Ils sont juste durs comme Pekovic, tu vois, les gars c'est des gars, ils sont pas grands, ils sont juste tankés. Il va essayer de passer. T'as l'impression qu'il a appuyé sur le mur quand c'est devant. Je vois le truc. Donc c'est hyper dur et ça totalement. Et Claude, c'est ça. Et Claude, quand moi j'arrive, le premier entraînement, j'appelle ma mère, je lui dis, c'est chaud. C'est chaud, en fait. Là, c'est vraiment, j'arrive pas à placer les trucs, je perds la balle, t'as limite l'impression, tu te dis, parfois tu te poses des questions, je pense que ça a dû t'arriver, quand t'arrives au début avec les pros, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment ma place là? Est-ce que je mérite? Tu doutes, t'as des moments de doute, tu vois, et c'était ça. Et réaction, je vais voir Sébastien, avec qui au début notre relation était un peu conflictuelle, parce que je foutais la merde dans la salle de muscu en espoir, des choses comme ça. Et je lui dis, écoute, là j'ai envie de bosser. Et à partir de là, muscu, et à partir une autre dimension physique, au bout de 3 mois, je commence déjà à être mieux, à tenir tête à Claude. Puis après, au fur et à mesure de l'année, lui, il part dans l'année. C'est marrant, basket et muscu, tu as eu toujours ce truc de te dire, prendre une claque, te dire, je suis pas au niveau, et là, faut que je me mette à faut que je lui mette, quoi. Après, je suis comme ça dans tout. Je joue au cirque depuis que j'ai 7 ans, blackjack, tous les trucs. T'apprends vite, non? Ouais. Parce que tu vois, tu me disais avant sur les pompiers que tu savais pas nager, et en 3 mois. En 3 mois, t'as appris à nager, tu savais pas jouer au basket, enfin, j'abuse. En 2 mois d'été, techniquement, t'étais très bien. C'est une caractéristique que tu as un peu sur tous les... Non, j'assimile beaucoup de choses assez vite. J'apprends. Je te dis, je joue à beaucoup de jeux, je sais faire beaucoup de choses. Et oui, il me faut toujours une petite claque. À chaque fois que j'ai un truc... Quand tu t'y mets... Je m'y mets. C'est pour ça, mon petit frère, il va jamais... Il me dit, moi, je me mets pas en compétition avec toi. Moi, je vais dormir, tu vois, tu vas être en train de travailler. Donc c'est comme ça, c'est le mental. Et puis quand je suis arrivé aux États-Unis, tu découvres ça, tu te dis, t'es vraiment sur le chemin de la vérité, donc tu continues à faire les choses. Et à quel moment on a commencé vraiment à parler de toi comme d'un potentiel, tu vois, joueur NBA, enfin prospect depuis un petit bout de temps,
Mais toi, à quel moment tu te dis, ah ben je peux. Les pros de Cholet, c'est une chose. Tu as dit, tu commences à être de plus en plus à l'aise. Mais là, on commence un peu à te parler de NBA et tu commences toi-même à y croire un peu. Je pense un peu avant le NACUP Summit. Ok. Avant le NACUP Summit, c'est 2009 si je ne me trompe pas. 2009, oui. Un peu avant ça. Donc je pense, quand je commence avec les espoirs, je commence à avoir des articles, 5 majeurs, des trucs comme ça. Puis après, quand ils annoncent le NACUP Summit, parce que NACUP Summit, déjà c'est un pari avec Bouna. Bouna, c'était un peu lui qui était en charge de choisir. Donc c'est ton agent? C'est mon agent avec Nike. Et pour me tester, il me dit, tu prends 20 rebonds en espoir, je t'emmène aux États-Unis. Ça, c'est l'année d'avant. C'est vrai? Ouais, avec Edwin Jackson. Donc du coup, j'en prends 19. Mince. Je suis dégoûté, je dis, Pour un rebond. c'est sûr, il va pas m'emmener, tu T'es vois. allé voir la statisticienne Mais à Cholet, tu lui as dit, C'est ça. Mais il était un bon. Franchement, il a été bon. Donc 2008, avant Noël, il nous emmène en parade 2. Donc on va à Dallas. Et c'est là que ma première impulsion de NBA vient dans ma tête où je me dis, ok, je peux peut-être le faire. Ouais. Tu vois, parce que Bouna, à un moment, il regarde un gars, je me rappelle plus du joueur, mais un grand Renoir, c'est l'Angéline, ces trucs. Et il me dit, t'as vu, lui, s'il est là, tu peux être là. Et je te jure, une fois qu'il m'a mis cette petite vision dans la tête, cette petite graine, j'ai commencé à y penser de plus en plus. À y croire. Et après, je rentre et je dis à ma mère, dans 2 ans, j'essaie d'aller en NBA. Donc je suis drafté en 2010, donc ça a marché. Mais c'est là que j'ai cette petite impulsion où moi, déjà, je commence à me dire, ok, peut-être que je peux y être. Donc il me fait voir, je vois, en fait, tout simplement. Et à la suite de ça, on rentre et après, l'année d'après, je fais NACUP Summit. Et c'est là que je suis sûr. Après NACUP Summit, je suis sûr. Dédrafté. Je suis sûr d'être drafté. Et comment ça se passe avec Cholet, tu vois, qui était une équipe championne de France 2010, si je dis pas de bêtises. Donc tu étais dans l'équipe. Oui. Entre le projet, tu vois, collectif de gagner, vous aviez une équipe, Sami Meret était dedans. Hein. Oui. Ouais. Grosse équipe. Et toi, bon, bien sûr, tu veux aussi gagner, mais en même temps, tu as sûrement ton objectif, tu vois, draft NBA. Dans quel état d'esprit, tu vois, réussir à cumuler les deux? Tu vois, j'ai pas le... Jusqu'à ce que je me blesse en fin de saison contre Poitiers, j'ai jamais eu ce problème où je me demande... Parce qu'en fait, pour moi, ma seule façon d'aller en NBA, c'est de faire des bons matchs et de gagner. Donc ça va avec l'équipe, ça va avec leur... Je suis pas en mode perso où je me dis il faut vraiment que je fasse mon truc. Non, pour moi, surtout quand on commence à gagner, parce qu'on est champion cette année. Et pour moi, c'est juste continuer cette lancée. Je sais déjà, encore une fois, c'est déjà validé. Le NACUP Summit, l'année d'avant, ils avaient demandé à Bouna de m'envoyer à la draft. Ça veut dire que j'aurais été à la draft avec Rodrigue et Nando. Ok. Sauf qu'on refuse, parce que j'avais fait juste une année en espoir, en fait. Trop tôt. Je ne pouvais pas encore aller. Ouais. Et même moi, j'avais un peu peur. Tu vois, je voulais pas sauter les étapes trop tôt. Je me dis, attends, je viens juste de commencer à un peu jouer avec les pros. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est ce que j'en avais déjà parlé dans quel épisode, mais tu vois, on parle quand même d'argent, tu vois, des sommes importantes. La NBA, alors je sais pas si pour toi ça a été un rêve, vu que tu as commencé peut-être un peu plus tard. Je sais pas si la NBA ça a toujours été un rêve pour toi ou pas. Non. Peut-être ça t'a aidé aussi au final, tu vois, de pas. Moi personnellement, j'aurais été. Tu touches la NBA du doigt. Je sais pas si j'aurais eu l'intelligence, tu vois, de me dire. J'assure encore un an, parce que je me serais peut-être dit, je peux me blesser, tu vois, il y a plein de choses. Mais au final, peut-être que comme c'était pas un rêve pour toi, ça t'a sûrement aidé aussi, tu vois. Totalement. Et ça m'a fait peur. Moi, franchement, quand je suis parti et que j'ai vu qu'on m'a proposé, c'est ce que j'ai dit à Bouna, j'ai dit, de toute façon, il m'a dit, il était d'accord avec moi sur le fait, mais on était juste d'accord. Pour moi, c'était un trop grand pas. C'était bien que je fasse une année en pro et voir. À ce moment-là, je pense pas à la blessure. Hein. T'es juste confiant. Je me dis, tout va bien se passer. Et je me blesse. Je me blesse en fin de saison. Réexplique un peu. Sur la blessure, Ouais. Dike Edwards, je crois, sur une action, on est en play-off contre Poitiers, ou Gravelines, si je me trompe Gravelines, pas. ouais. Gravelines. Il va contester. Moi, je suis en attaque, je crois qu'il va contester, puis il tombe en arrière. Il arrive sur mon genou, ligament latéral. Combien de temps d'arrêt 6 mois. Et donc juste avant la draft. Juste avant la draft. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À ce moment-là, je te cache pas, quand je me blesse et je rentre au vestiaire, les larmes. Tout de suite, parce que je me dis, putain. Ah oui, je suis là, la porte est là. Ouais. Tu vois, j'ai encore quelques mètres et j'y suis, tu vois. Et je me blesse, mais honnêtement, j'avais fait tellement forte impression que ça n'a pas changé grand-chose actuellement. Donc, tu vois, j'ai eu de la chance. C'est ton agent qui te rassure, qui te dit non, c'est ça, t'inquiète. en fait. Bouna, il me dit ça, et puis après, parce que moi, je commence à me dire, bon, c'est la merde là, tu vois. Et on demande en plein play-off, avant les play-offs, on demande à Cholet d'aller à Trévise. Et à ce moment-là, je suis déjà blessé. Ok.
Non, ouais, donc j'étais déjà blessé. Et je vais à Trévise, du coup. Et quand j'arrive à Trévise, ça me rassure. Je rencontre 11 équipes. Tout ça, ça va vite. Hein. Ouais. 11 équipes en un après-midi. On a juste une pièce, on va dans les trucs, dans les différents bureaux. Donc, Camp Trévise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un camp où tu as les meilleurs prospects qui viennent. C'est ça. Tu as les équipes NBA qui sont là. Et comme dit, à l'époque, c'était un peu peut-être le seul moment pour les Européens De pour se montrer. vraiment avoir accès au monde C'est ça. NBA, quoi. En plus De du se Nike Cup montrer. Summit, quoi. De se montrer. Donc les gars étaient là. Donc du coup, moi je vais à Trévise. Je rencontre du coup les Spurs. Je rencontre plein d'équipes. Et après ça, je suis rassuré. Ils prennent mes mensurations. Ils sont impressionnés. Tout le monde dit ah ouais, c'est un... Et je pense même le fait d'être blessé, ben, ça rajoute encore du mystère. Tu Ouais. vois, et il y a des équipes qui veulent pas parce qu'au début, on parle à Toronto, on parle à Milwaukee qui ont la 9e et la 13e place. Ils sont intéressés. Ils sont très intéressés, mais la blessure, par contre, ils sont réticents par rapport à la blessure. Ok. Tu vois, donc là où certaines équipes, ils se disent ah, on a hâte de voir ce que ça donne. D'autres se disent ben oui, non, on l'a pas vu de toute l'année. Hmm. C'est un Européen, c'est un peu dur de prendre ce risque et de le mettre en top 10. Tu vois, donc on se retrouve là, mais finalement 17e. 17e Ouais. par Washington, Par Chicago. Chicago. Et ensuite trader 5 minutes après à T'as le Washington. bonnet à Chicago, du coup. Exactement. Exactement. Et c'est quoi ton émotion, du coup, au moment de la draft? Ça, c'est toujours un truc que je me suis dit, ça doit être un truc incroyable. Ben, je pense pas que je réalise. Ok. Tu vois, par exemple, on parle de Chris. Chris, je pense qu'il pleure. Ouais. Genre, tu vois, il me l'a dit, mais gros, moi, ça me... Et parfois, je le regardais et je culpabilisais parce que je me disais, mais il a l'air plus heureux. Tu vois, il a l'air plus heureux de réaliser plus que moi ce qui se passe pour moi. Tu vois. Ouais. Et c'est fou de se dire ça, mais Hmm. il est vraiment, alors que moi, ben, je suis pas impressionné, je suis Ouais. content parce qu'il y a la casquette, le moment est beau, on te donne tout. Je sais que ma vie va changer, je sais que je pourrais mettre bien mes parents. Mais basketement parlant, je réalise pas ce qui se passe. Ok. Je réalise pas, même aujourd'hui, ce que ça a fait de moi, ce que ça a laissé. Je réalise pas à ce moment que je réalise pas. Mhm. Et maintenant, ben, le fait de réaliser ou pas, est-ce que maintenant, quand tu regardes des matchs NBA, tu as l'impression c'était limite pas toi? Ou tu te dis, ah, il y a quelques années, c'était encore. Tu vois ce que je veux dire? Un peu? Ben, Moi, des fois, quand je regarde des matchs, Ouais. tu vois, quand je suis en vacances ou quand Ouais. je suis. Des gars contre qui j'ai joué, si je les vois à la télé ou si je les vois sur un terrain, tu sais, je suis spectateur et j'ai pas l'impression que. Tu vois, j'ai été là un jour. Tu vois ce que je veux dire? Tu demandes si c'est vrai, cette Ouais, réalité je a sais vraiment... pas, ça se trouve, ça s'est pas, Ouais. c'est jamais passé. C'est ça. Bah, surtout quand tu vois tous les trucs que tu vois en ce moment, avec l'esprit et tout, mais c'est vrai que tu te poses la question des fois. Mais non, en fait, j'ai arrêté tôt. J'ai arrêté par rapport à une blessure. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un très bon niveau au basket. Et c'est ça c'est limite plus frustrant. Et c'est ce qui fait que je regarde, je me dis juste, je suis plus nostalgique. Quand je regarde vraiment les anciennes actions, je regarde des trucs où je sautais, où tu vois, Ouais. tu mets des trucs. Et je me dis, putain, je pouvais faire ça. J'étais bon. Voilà, j'étais bon, tu vois. J'étais bon. Mon fils, il capte pas encore, mais je me dis, ok, plus tard, peut-être que quand il verra des trucs bons. Ouais. Si d'ici là, la qualité sur YouTube n'est pas abîmée, tu vois. Et t'arrives à Washington, du coup, mais avant ça, il y a le lockout, non? Ouais, non, on a la première saison. Ok, Quand moi, j'arrive à Washington, c'est l'année après l'histoire de Gilbert. ok, Donc, du coup, c'est juste avant le lockout. Donc là, ma première, j'arrive, je suis blessé. Donc, moi, là où tous les rookies, les autres, Trevor, John, ils ont les Summer League. Mais ils ont un petit temps de vacances avant. Donc, Ok. je fais ça et on donne une date. Moi, j'ai dû passer tout mon été pratiquement là parce que j'étais blessé. ok. Donc, ils n'ont pris aucun risque sur ça. Et ça me permet un peu de découvrir la ville. En plus, c'est en été. Tu passes de Cholet à Washington. C'est ça. Tu vois, et là, c'est stylé quand même. Mais tu vas là-bas tout seul ou tu t'amènes quelqu'un pour t'accompagner un peu en te disant Non, bon, mes parents, au tes début, parents mes parents m'accompagnent, surtout ma mère. Parce que Ok. mon père il bossait, forcément, il y a des fois, il pouvait pas venir, mais ma mère elle m'accompagne. Donc, elle vient souvent avec moi, elle vient souvent me voir. Puis après, j'ai vite rencontré des potes là-bas français. Ok. Je me suis vite fait des potes. Et à partir de là, j'ai commencé. Franchement, Premier arrivée, c'était pas mal. C'est vrai. Tu vois, j'ai commencé à sortir, faire des petits trucs par-ci, par-là. Et là, tu vois déjà un peu le lifestyle NBA en. Je vois pas encore. Pas encore. Honnêtement, c'est rien du tout, mais c'est déjà parce que, par exemple, j'ai rencontré André Blatch. Ok. On s'est rencontrés dans le vestiaire un soir parce qu'eux, ils viennent pas tous les jours, c'est Ok. l'été. Mais ils viennent à des moments et on s'est rencontrés. Donc il m'a dit, viens, ce soir, je t'emmène à Stadium et tout, je t'emmène. Et du coup, la première fois que je suis à Washington, c'est avec lui. Ok. Donc du coup, on bouge, on regarde, on monte des trucs. Et non, moi, je kiffe. J'arrive, je suis aux États-Unis, je suis à Washington DC. Juste trouver l'appartement, je me rends compte que tout est cher. Ok. Super cher. J'habite dans un appart au début,
Third Street, ça s'appelle le Ashton. On parle de 6-7 pour 2 chambres. Tu vois. Et c'est parce que c'est en plein centre-ville. Ouais. Donc, du coup, c'est ça un peu mon. Je commence à vraiment me concentrer sur les choses de la vie. Genre en mode, bon, par contre, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça. Et pour l'instant, je suis là, mais j'ai pas encore reçu de paye. Ouais, et t'as pas encore reçu de paye en plus. Ouais. Je crois, j'ai Cholet encore qui me payait jusqu'en truc, et après, c'est tout, c'est l'argent que j'ai. Ça, c'est fou quand même que tu penses que tu dois t'occuper de choses à un tarif Ouais. NBA, alors que t'as pas encore reçu ton salaire NBA. C'est ça, quoi. t'as rien reçu. Et alors que t'étais censé tout planifier. T'as aucune idée. Et avant de recevoir ton salaire, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va être. Ouais. Donc c'est même pas pour dire, je sais, ok, tu sais quoi, vas-y, il y a un 60 qui Je rentre. l'avance et. C'est ça, en fait, j'avance. Tu sais pas. Donc tu sais un peu, Bah, tu sais le contrat que t'as, Ouais, mais tu ouais. peux pas savoir par mois, c'est quand ça arrive que tu sais quoi. Surtout, on vous met par rapport aux impôts, par C'est rapport ça, il y a aux frais l'impôt, d'agent. il y a l'escroc, il y a l'agent. L'agent, ça dépend des agents, comment ils s'organisent. T'as des agents, Bounas, il y a des années où je le payais par mois, et dès que tu reçois, tu lui verses une partie, c'est 4%. Et t'as des agents comme Rich, qui négocient 30-40% du contrat en avance, et comme ça tu le payes. Et après, moi, ça le permet, lui, dès le début de la saison, il est payé. Ok. Donc tu vois, t'as ça, t'as l'escroc, qui nous prend ses 10% pour si jamais il y a un trou dans la NBA, ou si jamais les mecs, ils font pas leur chiffre, ce qui est pas arrivé, ça fait très longtemps. Donc t'as plein de choses. Après, l'escroc, ce qui est bien, c'est qu'on te le rend l'été. Ok, explique un peu en détail ce que c'est. Donc exactement. en fait, c'est une sorte de Cotisation. fonds, de cotisation qu'ils ont mis en place pour rééquilibrer la NBA. Donc tout le monde, ils prennent 10% du contrat de tous les joueurs. Donc 10%, que ce soit Rudy, que ce soit Bilal, Intel, ils prennent 10%. Ok. Et derrière, ils gardent ces fonds bloqués jusqu'à la fin de la saison. Ok. Donc ils te prennent, je crois, c'est 12 paiements, si je me trompe pas. Donc la moitié, c'est c'est peut-être une erreur sur ça, mais un truc comme ça, 12. Et du coup, ils prennent 10% sur tes fiches de paye, donc tu le vois quand même, ça descend drastiquement, tu vois. Et même après, quand ils arrêtent de prendre les scrocs, ça remonte. Donc Ok. tu vois vraiment le changement. Et en été, si jamais la NBA a fait du profit, la NBA, les propriétaires sont, du coup, ils nous reversent l'argent. Ok. Si jamais c'est pas le cas, je crois qu'est arrivé il y a super longtemps, ou je crois que même c'était avant le lockout, ils gardent l'argent et ils bouchent le trou avec. Ok. Donc après 10% de tout le monde. Hein. Donc il y a des mecs qui font du 120 millions, qui font du 200. Donc tu prends 10% de ça. Ça fait une sacrée somme à la fin. C'est pour ça que les gars, quand on annonce leur contrat, des fois tu vois des chiffres passer sur ce que tu dois leur enlever derrière. C'est ça. C'est plus la même chose. T'as Alors, pas. ça reste des très beaux contrats, bien sûr. Oui. Mais je veux dire, quand tu annonces qu'un mec a signé 100 millions et qu'à la fin il en reste 22, enfin tu vois, j'ai Non, c'est ça. l'impression qu'au PSG c'est un peu différent. S'il est 22, c'est 22, quoi. Tu vois, C'est c'est 22. pas. En Europe, même à Barcelone, ma sensation à Barcelone, j'ai l'impression de prendre plus d'argent. C'est vrai. Parce que tu payais pas d'impôts. Tu payes, mais il y a un certain truc, vu que je viens d'arriver, il faut faire 2 ans, je crois, pour compter et après rentrer dans le système fiscal. Ok. Donc tu payes pas, en tout cas, tu le sens moins. En NBA, t'as Et toujours l'impression qu'il y a quelque chose T'as qui. toujours un truc. Ok. T'as toujours un truc. Et puis même le dollar, j'ai l'impression que c'est un argent qui part facilement. Ok. Tu vois, comparé à... Quand j'ai 10 000 euros dans ma main et 10 000 dollars, Ouais. j'ai pas l'impression qu'ils partent c'est pas la même chose. Le vrai capitalisme. Tu vois, non, mais je jure, aux États-Unis, c'est une folie. Donc oui, donc au début, t'as ça. Donc t'as l'escroc, donc même le nom, l'escroc. Ouais. C'est C'est une pour ça, avant, folie. je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte, l'escroc? Il y a un escroc qui veut leur prendre de l'argent. Non. Bref, du coup, c'est ça. Et beaucoup de joueurs en parlent pas. Les gens, je sais pas s'ils connaissent tant que ça. Je pense que les journalistes s'y connaissent. Mais en tout cas, tu as ça qui te prend. Et puis après, tu payes les taxes. Il y a une année où je paye 56%. Ah Je ouais. crois que c'est 2014, si je me trompe pas. Ok. Je paye 56% d'impôts. Et tu vois, par rapport à ça, par rapport au niveau de vie, au lifestyle, aux à côté, est-ce qu'on te met un peu en garde? Est-ce que tu as les vétérans aussi qui te mettent en garde? Ou c'est un peu à toi, du coup, t'apprends sur le tas, quoi. T'apprends sur le tas. T'apprends sur le tas. Personne. Les mecs parlent d'argent, mais tout le monde ne parle pas. Et après, en vérité, moi, je te dis, une fois, j'étais curieux. Au début, j'étais un peu curieux. Je voulais voir qu'est-ce que les gars, ils ont, leur salaire. Et un jour, Rashard Lewis a proposé de regarder, du coup, ça fait. Moi, je l'ai regardé. Et ça, il recevait toutes les 2 semaines. Ok. Il y avait 981 000 toutes les Ah 2 ouais. semaines, tu vois. Et quand j'ai vu ça m'a fait déprimer. Genre, je suis rentré chez moi, je me suis dit, Je suis pauvre. mais pas pauvre, mais tu te rends compte que waouh, Ouais. waouh, c'est peut-être mon contrat, genre, Ouais. tu vois, genre, Ouais. c'est net, c'est peut-être ce que je prends sur 1,5 million la première année. Ouais. Donc je me dis, ah ouais, le gars, En 2 semaines, il en prend. 2 semaines, ouais. il prend
La totalité de... On est tous le pauvre de quelqu'un, Kevin. C'est ça en fait. Donc j'étais là. Et à partir de là, je me suis promis de pas regarder, tu vois. Ok. Donc à chaque fois, quand les gars parlaient de ça, je m'éloignais. Ouais. Mais pas bizarrement, mais genre, dès que j'entends que ça parle de ça, Ouais. je continue ma route, je fais mon truc. Et est-ce que tu as réussi, toi, à bien gérer ça, notamment tu vois, sur tes premières années, quand tu es jeune, tu vois ce que je veux dire, tu arrives à Washington, le coût de la vie en plus est cher, tu es jeune, tu as envie de t'amuser. Est-ce que tu as quand même réussi à faire des choses tu vois, au niveau de l'investissement ou des choses comme ça? Oui, bah, la première année, c'est dur. Parce que la première année, tu as plein de choses qui arrivent, tu as plein de gens qui arrivent de tout. Tout le monde. Des mecs que Tout le monde, t'as jamais vu, tout le quoi. monde veut être ami, tout le monde est cousin, tout le monde est ta tante, tout le monde est ton oncle. Genre, donc ça devient ça. Au début, il faut gérer ça. Faut attendre que ça descende un peu. Parce que t'as vraiment. Tout le monde est sur ton dos, en fait. Tout le monde, c'était le Et rookie. tu as réussi à dire non, toi, un peu quand même? Au début, tu dis pas non, mais tu mets des systèmes en place. Pour Ouais, dire mais t'as non. réussi, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu mets un moment, j'ai pris un assistant. Donc, tu dis, c'est des choses, ça sert à quoi, mais. C'est pas moi qui dis non, c'est l'assistant. C'est quoi. ça, en fait. Ouais. Donc, il peut pas là, ou il trouve une façon de. Tu dis pas non directement, mais il peut pas à ces dates, il peut ci, il peut ça, il peut, tu vois. Donc tu as ça. Une fois que ça redescend, une fois que tu commences à comprendre le truc, oui, tu t'achètes des trucs, tu te fais plaisir, tu prends une fois quand tu commences à te payer. Parce qu'au début, j'avais fait un prêt. Et après, tu commences à te payer, et après, tu commences à t'acheter. Donc, mais, sauf que, bon, au bout de 4-5 mois, tu n'as plus rien à t'acheter. Hein. Ouais, t'as tout, J'ai tout. tout acheté, J'ai quoi. tout. J'ai 4 maisons, j'ai 4 télés dans la maison, à chaque étage. J'ai 3 consoles sur chaque télé. T'as plus rien acheté, à part si tu veux vraiment être un forceur et continuer à t'acheter des trucs. Mais t'as plus rien à t'acheter au bout de quelques mois. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, Kevin? Bah, rien. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, souvent pour Noël, je vous ferai des iPods. Ouais. Tu vois, des iPads, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais. Et est-ce que tu vois, souvent on dit l'argent fait pas le bonheur, etc. Des fois, on se dit, bon, c'est peut-être des phrases un peu bidons. Toi qui es dans cette situation-là, à ce moment-là, est-ce que tu vois, l'argent, au final, c'est quelque chose, tu vois, où t'en veux toujours plus, ou alors tu te dis, en fait, là, j'en ai déjà bien assez, en fait. J'aimais bien ma vie. J'aimais bien ma vie avant. Je grandis. Avant la NBA. Avant la NBA. Ouais. Tu vois, j'ai toujours dit, j'ai toujours été fan de petites conneries, de trucs. Je suis capable de taper et de courir. Taper une porte et de courir. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et quand à un moment t'arrives et tu commences à avoir de la notoriété partout où tu vas, on te reconnaît. Ouais. Je me dis, ça a commencé. Je le vois aujourd'hui, j'aimais bien ma vie avant. Ouais. Tu vois, maintenant c'est bien. Hein. Je dis pas, comme je t'ai dit, je dis pas le contraire. Mais l'argent a amené beaucoup de problèmes. Sur le fait d'avoir perdu des amis, le fait d'avoir perdu des membres, des gens de ma famille avec qui j'ai pu m'embrouiller, des gens qui approchaient, que ce soit mon frère, ma mère, des amis pour m'avoir. Donc, Pour te parler, toi, ouais. c'est ça en fait. Donc tu as toujours combien de basketteurs avec qui il y a des relations qui ça finit en embrouille parce que les mecs, même tu leur passes 2 euros et c'est hyper dur de juste le rendre alors qu'il a peut-être 4 euros dans sa poche. Ah ouais. Donc c'est toujours ça. Donc au final, tu vois le mauvais côté de l'argent. Mais après, encore une fois, en termes de vie, oui, ça a changé ma vie. Oui, ça a changé la vie de mes parents. Oui, ça a changé la vie de ma famille. Tu vois, donc ça, c'est clair. Mais j'ai aussi commencé à voir beaucoup de choses que j'avais pas avant. Où avant, je me souciais pas de ça. Avant, j'étais le nul du coin, limite. Et personne n'attend rien de toi. Et c'est aussi une bonne position. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est bien d'être comme ça. Pas toujours se dire... c'est là où tout le monde se dit... les mecs, ils cherchent toujours la lumière. Moi, pas du tout. C'est pour ça que je fais mon truc. Je pourrais faire plus de choses sur les réseaux ou trucs, mais pas du tout. Je fais des trucs qui sont justes, des trucs qui me plaisent. Mais l'attention au truc, déjà en faisant 2,5 m, j'attire partout, tu Tu vois. vois, mon père, quand j'étais petit, quand j'étais tout jeune, je lui disais, ça doit être trop bien d'être Michael Jordan. Ouais. Ce que je pense encore, tu vois. Ouais. Parce que Oui. mettre 40 points quand tu veux, tu vois. Ouais. Et il me disait, ouais, mais tout le monde te reconnaît tout le temps, tu vois. C'est pas... Et c'est que quand j'ai vu le documentaire Netflix Last Dance, tu vois, où quand il est là sur son canapé en train de fumer un cigare dans la chambre d'hôtel, il dit, ouais, j'en ai marre, je suis prêt à arrêter. Et que tu le vois sortir de cet ascenseur avec le hall de l'hôtel qui est blindé, tout le monde qui veut. Et au final, tu signes, même si tu signes un autographe, t'es mort parce que t'as les 3000 qui vont te dire que t'es un connard parce que t'as pas signé pour eux, tu vois. C'est exactement ça. Et je l'ai vu encore à une plus haute échelle parce que si on met les choses à leur niveau, il y a encore plus connu. Je suis pas même des Français ou de mes potes, je suis pas le plus. Il y en a, que ce soit quand je joue avec John, que ce soit un mec comme Rudy. Là, cet été, on s'est entraîné une semaine ensemble. Je le vois, sa vie, comment elle est différente avec tout le monde autour. Il monte dans le piano, il part. C'est juste différent, tu vois, là où moi, je peux prendre mon temps. Ouais. Je me pose, je peux mettre mes pieds en l'air.
Je me pose, je fais mon truc, je vais dans ma voiture, je mets ma petite musique, je rentre chez moi, tu vois, tranquille, tu vois, j'ai ma vie. C'est ce que je veux après, tu vois. Donc, mais totalement, ce que tu vois, la notoriété, je le vois sur beaucoup. Les gens, ils savent tout, les gens, ils se regardent tout. Il y a des fois, tu vois, par exemple, même tu vas en boîte. J'ai un pote, on avait une sorte de boîte qui s'appelait Parc. C'était sur 4 étages. Ok. Donc, le premier étage, le deuxième, t'as un trou. Oui, tu peux voir le premier étage. Ok. Après, c'est fermé. Et après, tu répètes la même chose en Ok. troisième et quatrième. Et du coup, ben, de là-haut, t'as une sorte de balcon. Donc, tu peux voir les gens au troisième étage. Et j'avais un pote, je le mettais toujours là-haut. Donc, pour voir un peu les gens à qui, si jamais je parlais ou des trucs. Ok. J'étais célibataire à ce moment-là. Donc, je me dis, ben, mec, on regarde quand même. Tu vois, donc, on mettait ça, je mettais des dispositifs comme ça. Et plein de meufs, avant de te parler, elles sont peut-être à 2-3 mètres de toi, et Google, et regarde qui tu es, bah, regarde qui tu es, si ça t'intéresse, elles vont, si elles vont pas, mais au final, le jeu, il est faussé. Ouais. Toi, où tu penses que bah, t'as peut-être juste rencontré une nana bien, et tu... Mais Moi, j'ai toujours dit que je serais parano. C'est ça, t'es parano, t'es totalement parano. Donc, tout, mais quand tu vois quelqu'un ou quoi que ce soit, coffre-fort, tu mets tout dans... Genre, à chaque fois, je te dis, c'est pour ça que je te dis que c'est bien, et je veux pas que les gens pensent que je crache sur... non, mais c'est aussi... mais c'est un vrai retour. Ouais, bien sûr. Voilà, mais est-ce que tu as réussi aussi à te faire des amitiés la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu mes amis de Cholet. En fait, j'ai gardé les mêmes... J'ai eu des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Ouais, mais même là, sur des gens que tu as rencontrés, est-ce que tu n'es pas un peu parano à te dire, attends, tu vois, pourquoi il est là Aujourd'hui, non, mais il y a des périodes, oui. Surtout, si tu fais un move bizarre, tu fais des trucs. J'ai eu des potes avec qui j'étais à Cholet, sur qui j'ai eu des doutes. Ok. Pour être honnête avec toi. Donc, c'est pas... Ouais. Il y a des potes avec qui... et pourtant, c'était peut-être pas leur intention, mais quand tu sors, à partir du moment où tu es avec eux, ben, ils ont jamais de portefeuille. Ils ont jamais d'argent. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand ils faisaient « Ah mais attends, ils commencent à chercher dans leur poche. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas pris d'argent en sortant. » Donc tu vois, t'as des doutes à un moment, tu vois. Et nous, on le faisait, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait avec Rodrigue. Je connais les mecs qui vont aux toilettes au moment de... C'est ça, en fait, je l'ai fait avec Rodrigue. Rodrigue, j'attendais qu'il paye. Ah putain, toi, t'abuses, t'as payé, tu vois. Donc je l'ai fait, mais au final, bon... Ça change pas mal de choses autour de toi, tu vois. Ouais. C'est bien parce que ça te permet d'avancer, truc, mais maintenant, tout le monde veut le prendre, quoi. Le truc. Et niveau basket, dans tout ça, quand tu arrives en NBA, tu en parlais avant, quand tu arrives à Cholet, tu prends un choc quand tu défends contre Claude Marquis. Ouais. Est-ce que la NBA, tu te rends compte encore que c'est le niveau, tu vois, encore plus élevé et que tout ce que tu as connu avant, c'était un échauffement, quoi. Ça commence au Summer League, où bon, là, c'est plus l'intensité, ça se tape, ça. Les gars, ils finissent par terre 10 fois dans le jeu tout le temps. Et après, quand maintenant la Summer League sont finis et que maintenant tous les pros commencent à revenir, tout le monde commence à revenir, alors je me rappelle, c'était l'une des meilleures semaines que j'ai vécues de ma vie. Ah ouais, parce que là, tu arrives et tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Tu vois des mecs qui maîtrisent ce que toi, tu fais à un autre niveau, qui ont un autre niveau de discipline, qui ont un autre lifestyle, Et pourtant, tu pourrais croire qu'avec tout ce qu'il y a autour, ils pourraient se disperser, alors que les mecs sont plus concentrés que personne. Oui, on voit la partie lifestyle, on se dit, ouais, bah, par contre, ils arrivent à se dire, bon, bah, là, il y a le boulot, et quand c'est le boulot, c'est le boulot, quoi. Voilà. Et t'arrives, et ça, déjà, faut comprendre, on a accès à la salle 24 heures sur 24. Ça veut dire que à partir de là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses et il n'y a pas de limite. Ça veut dire que là où certains vont essayer de respecter, ils vont aller à la salle à 17h, ils vont partir au pire à 22h. Non, les mecs sont capables. Gilbert, je l'ai vu arriver à la salle à 3h du mat'. Alors que nous-mêmes, on était à la salle, on sortait, c'était un week-end, on est allé, on a shooté, on a fait 400-500 shoot me. Et on part, il est 3h. Gilbert, il arrive. Genre, c'est des psychopathes. Tu vois autre chose. J'arrive le matin, j'arrive là où t'arrives, t'essayes de venir parce que j'étais blessé au début, donc il faut que je vienne plus tôt. Et là, on entraînement à 11h, t'arrives à 8h30, les mecs sont déjà en muscu. Pas en train de s'habiller. Ouais. Ils sont déjà en muscu, en train de soulever. Il y a du son qui joue dans la salle de muscu. Ouais. Et les mecs, ils travaillent comme ça, donc tu vois. Et sur cette partie, justement, éthique de travail, c'est qui le gars le plus impressionnant que tu as vu ? Gilbert Arenas. Okay. Tu vois, c'est quand même fou parce que, bon, moi je le savais parce que c'était mon époque à lire les articles, etc. Mais maintenant, tu sais, on prend le gars pour un clown, quoi, tu vois. Oui, totalement. Alors que non. Tu vois, ouais. Non. Raconte un peu, du coup. Gilbert, non, mais c'est oui, il y a des fois, il dormait à la salle. Il part pas. Et en plus, je sais que
Au début, j'étais un peu naïf de penser que c'était juste son éthique de travail. J'ai appris après qu'il y avait aussi des gros problèmes avec sa femme. Ok, ah. mais il passait tout son temps à la salle. Ouais, Tu vois, donc et du coup, même le traîneur Drew qui était avec nous, il le faisait dormir à la salle. ok. Donc le mec, lui, moi, il y a des moments, il en avait marre. Il dit, mais c'est un psychopathe. Ouais. Il arrive, il me met des trucs, il y a 10 000 shoots mis, il faut mettre 10 000 shoots en une Il semaine. n'y avait pas un challenge, il avait voulu mettre 100 000 shoots en un Ouais, été. ouais, non, mais oui, c'est ça. Et il s'était blessé d'ailleurs, non? ouais, il s'est blessé. Et même quand il est revenu, il s'est fait opérer, il voulait pas écouter les médecins. Donc non, il allait sur le terrain, il allait shooter. Donc les mecs, après, il y en a beaucoup, ils ont que ça. Tu vois, ils ont que ça. En France, où tu essayes d'apprendre autre chose, tu as ta famille, il y en a beaucoup, ils ont que ça. Et au rookie programme du syndicat là, en août, quand je t'avais rencontré, tu avais parlé tu vois, aussi des fois de l'importance d'avoir quelque chose à côté. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu avais toi quelque chose à côté à l'époque ou justement pareil, tu étais dans le mode basket, écoute, il faut que je progresse, il faut que j'arrive. Basket, il n'y a que l'été. Il n'y a que l'été, on faisait d'autres sports. Je faisais de la boxe taille, de la boxe. Mais toujours dans Tennis. l'intérêt de pas forcément que se vider le cerveau, mais de progresser aussi athlétiquement pour C'est ça. être meilleur au basket. C'est ça. Et c'était même pas. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est une erreur. C'était même pas dans l'intérêt de se vider le cerveau. C'était juste de faire. J'ai toujours été très ouvert d'esprit et j'ai jamais pu faire une chose. Donc je fais différentes choses. J'aimais bien. Donc c'était même pas dans ce but-là. Parce qu'il y a un moment où on a découvert qu'on est parti faire des tests à Merano, que j'étais stressé à un niveau et on n'a jamais rien fait pour déstresser, tu vois. Ok. T'avais fait quoi? T'avais fait des tests? Ouais, des tests d'énergie, t'as différents... Donc tu vas à Merano, ils te font un bilan complet. Ok. Ils te font un bilan complet, il y a un truc que tu tiens, c'est avec de l'énergie qui traverse ton corps, t'as des prises de sang, t'as de tout. Et à la fin, ils te donnent un bilan de toi, ils te donnent ton poids, ta masse graisseuse. Et après, ils partent sur les intolérances. Et après, ils donnent ton niveau de stress. Donc c'est sur une échelle de 5. Et là, j'étais à 4,5. Ah ouais, ouais. Et tu le sentais à l'époque? Ou c'était... Non, Et c'est ça qui était un peu chiant et dangereux avec moi, parce que du coup, le fait d'être extraverti, de toujours sourire, de toujours truc, tu vois pas forcément que la personne... alors que oui, il y avait énormément de stress, des choses, mais après, tu gères les choses, mais sauf que tu t'en rends compte plus tard. C'est maintenant avec le recul que tu te rends compte. Avec le recul, tu t'en rends compte. Tu vois, je me dis, quand je refais chaque scène et je me dis ça, c'était pas normal. Bah, c'est pas normal en fait. Mais t'es dedans, tu pousses, on te dit ouais, mais vas-y, mais t'es joueur NBA, t'as de la chance. T'es joueur NBA, t'es ci, t'es ça. Ouais. Alors que non, il y a plein de choses où tu le vois, c'est pas. Je suis même pas sûr que ce soit bon pour ton corps. Ouais. Et t'as eu une carrière où t'as eu des hauts, des bas. T'as eu des périodes en NBA où t'as joué, d'autres où on en avait parlé. T'as connu des matchs où voilà, t'as pas de temps de jeu, t'as un coach qui te parle même pas, C'est ça. tu vois, simplement qui dit bon, le gars c'est un pro, doit rester prêt. Comment tu vivais un peu ces périodes longtemps sans jouer parce qu'au final, on se dit ouais, mais c'est bon, il a de la chance, il est en NBA. Mais tu restes un être humain. La NBA, c'est bien 15 jours. Une fois que t'es dans le circuit, tu vois que tu peux jouer, t'es triste si tu joues pas. Quoi. Ben c'est ça. Ils se rendent pas compte que c'est le centre de ta vie. Toi qui es pro, et tu peux très bien le dire, c'est le centre de ta vie. À ce moment-là, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Donc encore une fois, quand tu as une famille, et c'est pour ça que je voyais certains mecs rentrer chez eux et totalement bien gérer le truc. Ils rentrent chez eux, le soir, ils coupent, ils sont avec leurs enfants. Ils n'ont pas le choix. Voilà, t'as pas le choix, et puis ça te permet de couper naturellement. Mais quand t'es jeune et que t'as pas ça, et t'as pas de truc, tu vis avec ton coach, on rentre, on parle que basket. C'est pour ça, on avait mis un moment l'interdiction, quand on sort des matchs, de parler de basket. Ok. Donc on allait manger, on parlait de tout, on parlait des news, ce qui se passait dans le monde, mais on parlait pas de basket. C'est dur ça, juste après le match. Ah, c'est hyper dur. C'est hyper dur. À part si je joue, tu vois, si je joue, on va parler, mais quand t'arrives et que le match avant, je joue contre Houston, je mets 18, et le match d'après, tu dis, il va jouer, et 0. Joachim 0. On sait pas. Et en fait, tous ces trucs-là, je t'ai dit, il y a. Sur toutes les fois que j'ai pleuré dans ma vie, je pense qu'il y a au moins facilement aujourd'hui 60% basket. Et t'as beau être en NBA, hein, de là où pleurer, même être dans une douche pour pas qu'on voit des... Tu vois, c'est des trucs, tu te dis, c'est des moments où... Et je sais que je suis pas le seul. Je sais que j'ai vu pas mal de joueurs struggle. Et c'est dur parce que, oui, t'as raison, on t'explique pas pourquoi. T'es dans un milieu tellement... c'est poussé. Il faut montrer que t'es fort. C'est ça. Et même si tu te plains, on t'écoutera pas. Ouais. Tu pourrais aller voir un fan, lui dire, hey, c'est comme ça. Il dit, vas-y, toi. Mais tu fais des millions, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça tu te plains? T'as pas le droit de te plaindre. Nous, on est dans la vraie galère. Alors que non, tout le monde galère à son échelle. Tout le monde peut faire. Et donc, quand t'as ça, à ce moment-là, voilà, c'est comme ça, je gère. Il y a des moments où c'est dur.
après les matchs, surtout quand tu invites des gens. Ta famille vient jouer, tu fais trucs. Donc il y a des fois où j'invite personne. Dès que je sors de la rotation, je n'ai pas de place, je donne mes places à mes coéquipiers. Genre, il n'y a que les gens qui étaient avec moi tout le temps qui venaient. Mais oui, au début, c'est dur. Surtout un match NBA, c'est long. Hein. C'est long, c'est long. Faut taper les 3 heures, les temps morts. C'est ça. Et t'es là, 48 minutes. Genre, tu sais, 48 minutes dans son... Bon, c'est super. Les gars, pas de prolongation. Hein. Ah oui. Au pire, on perd, mais pas de prolongation. Mais prolongation, pour moi, c'est un couteau dans le dos. Tu penses clairement pas aux mecs qui jouent pas. Et non, prolongation, c'était trop long. Donc, mais oui, les matchs, ils sont longs. Après, généralement, t'es sur le banc, on est 2-3, on joue pas. On discute. Donc, tu discutes, tu regardes le match. Et puis, mais c'est super dur. Et mais ça, je me souviens, en regardant les matchs NBA, des fois, je vois des mecs qui sont sur le banc. Tu sais, leur façon de parler pendant un match, pendant un temps mort même. Mais je me dis, mais toi, t'as connu Baskonia, tu vois, t'as connu Vitoria. Oui. C'était qui le coach? Duško. Ouais. T'imagines, t'es là à côté, tu parles à côté pendant qu'il parle au temps mort. Il pète un câble. Mais c'est impensable. Sur NBA, tu vois, les mecs, ils rigolent, même les coachs. Tu rigoles, c'est totalement. Parce que c'est vraiment une autre mentalité. Leur façon de voir les choses sont vraiment chill, en fait. Et je pense que c'est parce que. Ils ont commencé, ils sont vraiment avancés dans le basket, dans leur vision, pas que le basket en lui-même, mais la vision du basket qu'ils ont et comment les joueurs s'entraînent, que ce soit même sur un RIP, quand le fait de s'entraîner à 11 heures, on n'a qu'un bloc en NBA, t'entraînes à 11 heures jusqu'à 15 heures. Ça vient maintenant aussi, en France c'est aussi plus comme ça, ouais. Mais combien d'années, nous, limite, si tu t'entraînais qu'une fois, il y avait des coachs qui arrivaient, qui essayaient de faire une fois par jour. C'était critiqué. Quoi? S'entraîne qu'une fois? Voilà, c'est impossible de gagner comme ça. Non, alors que les mecs, ils le font. Donc à un moment, je pense que leur vision, elle est vraiment plus avancée. L'Américain, franchement, il te fait confiance jusqu'à ce que tu lui montres qu'il ne peut pas te faire confiance. Quand moi, je suis arrivé en Euroleague, les coachs, ils ne te font pas confiance. Tout de suite, ils préfèrent installer cet environnement limite parfois toxique. Hein. Avec Pešić, Duško, il m'aimait beaucoup. Donc c'était différent. Mais Pešić, il préfère installer un environnement toxique et contrôler les joueurs comme ça, tu vois. Et c'est un truc que j'ai pas aimé en Euroleague. Bah ouais, dis-moi un peu comment t'as vécu ça entre déjà Baskonia, comment t'as vécu là pendant le lockout? T'es encore jeune, tu viens de donc t'as fait une saison à Washington. Donc, du coup, il y a la première saison et à la fin de la saison, on a le lockout. Voilà. Et donc là, tu passes déjà d'une année NBA, chill. Oui, c'est ça. Et là derrière, t'arrives lockout avec peut-être le coach le plus dur de l'histoire du basket européen. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Tu te dis vivement la fin du lockout ou... En fait, quand j'arrive déjà à Victoria, et même en équipe de France, je suis prêt. Parce que cet été-là, j'ai bossé. Le fait de toute la saison de ne pas avoir beaucoup joué, que Flip a été honnête avec moi, Flip Sanders, paix à son âme. Il a été honnête, il m'a dit, écoute, t'es en surpoids, tu parles pas anglais, tu joueras pas. Ok. Bon, c'est clair. On m'a mis un traducteur, sauf que le mec, quand on dit ice sur le corner, il me dit glace. Je dis bon. Arrête, c'est vrai? Ah ouais. Tu vois, donc lui, c'est un pur français qu'ils ont pris dans le bureau quelque part. Tu vois, il est en train de... Ice, glace. Donc il me dit, il a dit quoi? Il me dit ice, il dit... Mais glace, mais je dis... Qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette défense glace? C'était le fait d'envoyer... refuser l'écran, ouais. C'est ça, en fait. Et... donc du coup, j'avais ça. Mais après, donc je joue pas beaucoup la première saison. Et quand j'arrive, du coup, j'ai Vincent qui m'appelle pour me dire qu'il aimerait bien m'inviter en équipe de France. Donc du coup, est-ce que je voudrais bien venir en sparring partner, et tout. Et je lui dis, ok. Mais au fond de moi, j'y vais, j'ai tout défoncé. Je bouillis. Genre, franchement, je me dis, mais après, c'est comme ça, il faut bien passer, il faut passer par ça, mais je bouillis, mais c'est pas envers lui, c'est plus, ok. Une fois de plus, on va devoir montrer. Donc du coup, à partir de là, avec Sébastien, pendant les 1 mois et demi qui arrivent, les 2 mois, parce que là, ça, on n'a pas fait le playoff, donc du coup, on était libre plus tôt. Les 2 mois qui arrivent, je me bute. J'en travaille, je perds du poids en plus, je m'affûte. Donc vraiment, je reprends vraiment ma forme de Cholet, je pense. À la fin, cet été-là, à la fin. Parce que toute l'année, je traîne un peu, perdre du poids. J'ai plus 10, plus 15, il faut que je perde, donc ça prend du temps. Ça vient de quoi tout ça? Ma blessure. Blessure, ouais. Ma blessure. Ouais. Aucune gestion. C'est la première fois que je me blessais de ma vie. Donc j'ai pas vraiment bien géré. Donc à partir de là, j'ai pris beaucoup de poids. Et puis en plus, ma mère, elle est cuistot, donc du coup, j'ai pris du poids. Ok. Et après, j'arrive, donc du coup, je suis bien, équipe de France. Bon, voilà,
Équipe de France, je suis sélectionné, ça se passe, j'enchaîne. Et après, quand ça s'arrête, maintenant, là, on parle d'aller à Victoria. Et à ce moment-là, ben, physiquement, je suis bien. Je suis très, très bien, même. Douchko, il me dit au début, il dit Abouna, moi, je suis pas sûr. Je pense que je vais le prendre juste pour 15 minutes. Il va jouer 15 minutes. Pour l'instant, je peux pas lui donner une place garantie ou lui donner. Et j'ai remarqué surtout que les mecs sont pas fans d'Américains. Ils sont pas fans de joueurs NBA. Et beaucoup de coachs européens sont pas fans de joueurs NBA. Je pense que ça a changé. Non, aujourd'hui ça a changé. Parce que tu regardes maintenant, et des fois tu te dis, ils ont complètement vrillé même. Ouais. Tu vois, tu regardes Partizan, tu as 5 gars qui, c'est même pas vraiment des joueurs NBA, c'est G-League, quoi, tu vois le truc. Non, c'est ça. Mais à l'époque, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ces gars-là, à l'époque, ils sont pas fans. Bien sûr qu'ils apprécient, je pense, la grandeur du truc, mais je pense qu'ils pensent que les Américains sont hautains. Il y a plein de choses. Donc les coachs, puis c'est eux les stars dans leur équipe. Donc Douchko, c'est ce qu'il dit au début, on va le prendre 15 minutes, on verra, on fera en fonction. Donc quand moi j'arrive, il y a Thomas. Donc Hurtel, il est déjà là. Ok. Je me rends compte qu'on court anormalement. Sans ballon. Sans ballon. Non, sans ballon. Les échauffements, on commence des sprints autour du terrain. C'est Teletovic, Mirza Teletovic à l'époque. Pablo Prigioni, tous ces gars-là, ils sont là. Et Teletovic, c'est une machine. Ils sont toujours devant. Et ils courent. Et quand je te dis, on s'échauffe, mais ça court. Genre, tu vois. Et à chaque fois, je dis à Thomas, mais mec, t'aurais dû me prévenir avant que je sais que c'est comme ça ici. Et il me dit, mais tu voulais que je t'envoie quoi? Que tu dis encore comme des lapins ici. Et tu vois, mais au final, ça te met dans un sacré rythme. Mais j'arrive et donc Douchko, première semaine, il me dit rien. Vraiment. J'aurais pu shooter à 3 points, j'aurais pu envoyer des paniers Ils s'en foutaient. Ouais. Il m'a rien dit. Il me regardait toute la semaine. Moi, je me dis, putain, c'est lourd et tout. Il dit rien. Je peux faire ce que je veux et tout. Je suis dans une équipe de Euroleague. À quel moment j'ai pris ce statut, tu vois, c'est bien. Je vais plus retourner dans NBA, je vais rester là. C'est ça, tu vois. Sauf que, donc, du coup, lundi de la 10e semaine, il vient me voir. Il me dit, OK, bon, je t'ai analysé pendant une semaine. Tu peux faire ça et ça. Mince. Le reste, je ne veux pas voir. Voilà. Et à partir de là, ça commence à bien se passer. Tous mes matchs, je m'entraîne avec eux au fur et à mesure et je progresse. Et puis, au final, je joue 20, 25. Je suis titulaire à la fin. Et il y a même un combat parce qu'à la fin, il ne veut pas que je parte. Il veut pas que tu retournes dans NBA. Quand la NBA annonce le truc, il fait tout pour pas que je parte. Bon, et d'ailleurs, il me paye pas mon dernier mois. C'est vrai. Bon, là, t'as dit. J'en ai rien dit. Bon, les gars, vous êtes gentils, mais. Voilà, quand même. En fait, après, je l'ai toujours vu avec des équipes européennes, ils ont tous. Quand il faut terminer un contrat, par contre, c'est rarement clean, tu vois. Par contre, quand le joueur il part, c'est souvent lui le méchant, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Par contre, eux qui respectent pas leurs engagements. C'est exactement ça, tu vois. Donc, nous, on avait le dernier mois, on leur a dit, ils nous donnaient quand même, on parle de plus de 20 000 balles, quand même. Ils ont dit non, mais au final, l'appartement qu'il avait, la télé qu'il avait, ils nous ont sorti une liste. Généralement, en France, ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire passer une femme de ménage. C'est ça. En disant que l'appartement était sale. Même si tu as toi-même fait venir une femme de ménage et ils te facturent 2 000 € l'heure d'une femme de ménage. Voilà. Donc la télé, pareil. La télé, je crois, elle coûtait 7 000 balles. La télé, elle est gros. Elle est normale. Ils m'ont rien donné de spécial. Mais c'était 7 000 balles. Donc ils ont mis tout pour justifier en gros qu'à la fin, il manquait 20 000, quoi. Il manquait 20 000, quoi. Donc voilà, t'as payé ton dû et bonne chance pour la suite. Et en parlant de coach comme ça, t'as joué à New York. Ouais. T'avais Phil Jackson. Oui, Phil Jackson. Parle-moi un peu de ce coach-là, parce que tu vois, souvent, voilà, tu regardes les coachs européens, tellement ils gesticulent. Alors des fois, il y en a, ils font aussi des clowns et ils font... c'est pas parce que tu gesticules que t'es forcément bon. Mais tu vois, en NBA, quand tu regardes les matchs, t'as tellement l'impression que des fois que les coachs, ils servent à rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et là, on parle quand même d'une légende qui a gagné 10 titres NBA, voire plus, je sais plus maintenant. Qu'est-ce qu'un coach comme ça, tu vois, tactiquement, au niveau du management, est-ce que c'était à la hauteur de la légende, tu vois? Totalement. Ok. C'est un sacré personnage. C'est vrai? C'est peut-être la personne la plus énigmatique que j'ai rencontrée de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de réponses que j'ai pas. Ah ouais? Tu vois. Donc il est très particulier. Il parle pas à tout le monde déjà. Donc je sais pas comment il décide, mais en tout cas, il coupe l'équipe en deux. Il y a une partie avec qui il va pas parler. Donc ça veut dire que quand il va pas te parler, il va pas te parler. Mais c'est quoi, parce qu'il t'aime pas ou je sais pas. Ou alors je sais pas la raison. Tu vois, par exemple, je sais pas cette raison. Mais après, je me suis dit au fur et à mesure, je pense qu'il aime les bosseurs un peu dans la mentalité à la Kobe. Mais les mecs, par exemple, ils parlaient pas à un instant de Galloway, il taffait. Il bossait, il venait tous les jours, tu vois, à la salle. Et il me disait tout le temps, mais
Phil, don't talk to me. Phil, don't talk to me. Je dis, mais non, stop that shit, stop that, man, come on. Et si tu vas lui parler? Hein? Si tu vas lui parler? Bah, en fait, à chaque fois, par exemple, Kyle O'Quinn, il lui parlait pas. Ok. En vrai, moi, j'ai jamais vu avoir une conversation. Chaque fois que Kyle a engagé quelque chose, il a pas répondu. C'est pas vrai. Ah, à Donc, ce point-là? Ouais, une fois, il rentre dans le vestiaire, bon, on est au Madison. Il va voir Melo. Donc, il parle technique, il parle leur truc et tout. Et Kyle, il rentre. Tu vois? Et il se tourne comme ça. Donc, il a noté que Kyle est rentré dans la pièce. C'est pas comme s'il a pas vu. Et Kyle, il dit, hey, Kyle, après, c'était un clown. Il dit, hey, what's up? What's up, Mr. Jackson? Zéro réponse. Zéro réponse. Pareil, une fois, on est dans le kiné. Il vient, moi, je sais pas pourquoi il m'a toujours aimé. Ok. C'est comme Larry. Ces deux-là, il m'a toujours aimé. Donc, quand je suis arrivé, Larry Bird. Ok. Je l'ai eu à Indiana. Ah, Indiana, ok. Donc, du coup, il m'a toujours aimé. Donc, à chaque fois que j'arrivais, il m'avait donné un petit nom, il m'appelait Mr. Skills. Donc, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, hey, Mr. Skills. Et après, il y a des moments où je jouais pas. Et puis, quand je jouais, par exemple, il passe le lendemain à la salle d'entraînement, il va me dire, hey, good to see you on the court last night. Dans ma tête, je me disais, ouais, bah, si t'aimes me Tu faisais jouer plus souvent. Ouais. Fais-moi jouer plus souvent. Dis à tes coachs, je vais me faire jouer plus souvent. Tu vois. Mais il me lâchait des petites phrases comme ça. Et puis après, basketement, quelques fois, il est venu. Quand je jouais, il m'a dit, tu vois, par exemple, ça c'était bien, j'aurais aimé que t'explores plus. Au début, je comprenais pas. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, explore. Tu vois. Il me disait, non, prends plus ton temps, regarde plus. Peut-être t'as une option là, t'as si tu vas plus loin, t'as la passe, surtout avec le triangle, les trucs, les différents trucs. Donc, il était vraiment toujours. D'ailleurs, le jeu en triangle, c'était compliqué? Pour un big, non. Non. Pour nous, non. Maintenant, pour les extérieurs et pour les trucs, il faut juste l'assimiler. Maintenant, je pense pas qu'on nous a donné, nous. Je pense que la version du jeu en triangle qu'on nous a donné n'était pas si triangle que ça. Ok. Parce que je pense que Phil, c'est pas Phil qui nous l'a. Pourquoi je fais ça? C'est parce que toute l'année, on a eu des coachs. Tout le monde essayait de nous montrer, nous expliquer. Et j'ai pas l'impression que tout le monde comprenait. Ok. Et à la fin de l'année, on a eu on a eu un stage de 3 jours avec Phil. Et je dis, mais en fait, non. C'était simple. Ouais, pourquoi en fait, pourquoi il fait les coachs nous réciter le bordel et après, il nous a fait travailler sur tous les différents points du triangle, que ce soit les passes, que la vision, surtout les passes, hein, parce que les bigs, ils voulaient beaucoup que... Ça passe, beaucoup de passes. Et là où d'habitude, on te dit, tente pas cette passe. Il veut que tu attends. La petite passe là, la petite passe là, la petite passe entre les deux. Même un truc qu'il m'avait appris j'avais appris sur... truc que je m'en servais à chaque fois, je leur disais aux gardes, lui, il voulait à chaque fois que lorsque tu coupes ligne de fond, parfois, tu vois un écran de l'intérieur, il voulait s'assurer que quand tu passes, tu touches le garde, vos deux épaules se touchent. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour que l'autre personne passe. Donc le gars est automatiquement derrière toi. Et comme ça, tu peux... Voilà, et comme ça, tu t'enchaînes, ou tu continues, mais il y a déjà l'écart, donc plus tu continues, et donc voilà. Et donc il nous expliquait ça. Et après, c'est la première personne à m'avoir parlé du moment présent. Ok. Voilà. Méditation. La méditation, le moment présent, c'est la première fois qu'on a eu un coach mental, c'était à New York et c'était la volonté de Phil. Okay. Donc du coup, ça m'a pris du temps. Honnêtement, le moment présent, je l'ai capté. Moi, on l'a appris en 2016, il nous montrait les choses. En 2016-18, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Et je suis allé à New York l'année dernière, je suis allé voir un match Knicks et je me disais, bon, super, l'ambiance, enfin tu vois, le mythe New York Knicks, mais dans le même temps, je me disais, quel bordel ça doit être de jouer dans une ville avec le trafic, la logistique. À quoi ça ressemble de jouer pour les Knicks au quotidien? Au début, quand tu connais pas la ville, c'est chaud. Donc, par exemple, pour la salle d'entraînement, j'ai demandé au début avec Christophe, j'étais avec Christophe au début, et on a demandé, on était dans le bus, on a dit, ouais, mais c'est où qu'on devrait habiter dans la ville? Parce qu'on était à l'hôtel encore à ce moment-là. Ils ont dit, ouais, habiter vers Westchester, dans la zone et tout, dans le nord. Donc ça, de Westchester, donc c'est à 45 minutes, quand tu prends la Six Highway, c'est à 45 minutes du Madison, 45, 1 heure. Au niveau de la salle d'entraînement, moi j'habitais dans une petite ville à Monk, donc juste au-dessus de Westchester, donc dans le nord. Un petit village, hein, 5000 personnes. Hein. Ouais, donc le mec qui pense que tu joues à New York, voilà, en fait... Au début, j'ai pris là, et Christophe avait pris une autre ville à côté, quelque part. J'avais une grande maison, tu vois, donc c'était assez intéressant. On parle d'une maison de 400 mètres carrés, truc. En plus, c'est ça, t'as un grand jardin, j'avais des chiens, j'avais des trucs, donc je trouvais ça bien, tu vois. Donc au début, j'ai commencé là. Donc j'ai pris mon chef, j'avais un chauffeur. Donc les Knicks t'assimilent un chauffeur. Stylé ça. Donc on a chacun notre chauffeur. Même quand t'arrives à 3h du mat, on se pose sur le tarmac, il y a juste 17 SUV, genre
On a chacun notre chauffeur. Chauffeur, Et bam. tout le monde monte c'est stylé, franchement, Ouais. c'est stylé. Tu vois, et donc, du coup, pour donner un exemple, une fois, mon chauffeur vient me chercher. J'étais encore à Manque et je restais là. Je prends 15 minutes. Je sors 15 minutes en retard. J'ai failli louper le match. Ah J'ai ouais. fait 3 heures d'embouteillage. Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, il y a déjà un gars qui a loupé un Ouais. match pour. J'ai fait 3 heures. Moi, quand j'arrive à la salle, et j'ai de la chance parce que le Knicks, d'Eric, c'était un bon. Tu vois, il était pas chiant. Ouais. Parce que j'expliquais la situation, il savait que j'étais nouveau à New York, il m'a dit bon, je connais New York, c'est bon, New York, mais quand j'arrive à, le match commence à 7h30, j'arrive à 7h20, Waouh. 7h20, facile, mais, Tu transpirais dans le. ah non, mais dès que j'ai vu que je me suis tapé 3 heures d'embouteillage, je suis parti à 16h15 au lieu de 16, 3 heures T'as d'embouteillage. joué ce soir-là? Hein non, ce soir, j'ai pas joué, mais en fait, j'étais déjà, à ce moment-là, quand j'arrive, je crois que j'étais blessé. Ok. Donc j'ai juste dit, j'ai texte d'Eric, j'ai texte aussi mon JM pour dire que je suis en retard parce qu'il y a des embouteillages. Ok. Mais vu qu'on a des chauffeurs, ils savent que c'est pas C'est pas du mytho. dû à toi, tu vois. C'est-à-dire, si tu conduis tout seul, bon là c'est toi et toi, tu vois. Donc du coup sur ça, j'ai loupé 3 heures, donc j'ai eu ça. Et après, en milieu de saison, j'ai pris un appart à côté Ok. de Nam Square, dans le même bâtiment que Tu te tapes un kiff là. Kristaps. Et là, tu revis. Je passe d'une ville à Manque où le soir je rentre, il fait noir, c'est obscur. Ouais. Par contre, je suis là, je me dis, mais. Times Square. Tu sais, mais moi, je me dis, mais c'est dans les films, c'est ça, le gars. Tu vois, tu vois rien, tu continues à rouler, tu sais pas. Et après, je prends le truc à Times Square, à côté, donc ça s'appelle le Silver Tower. Et il y a le nouveau, ça s'appelle le Sky Building, qui est en face, c'est là où ils jouent, les gars. Ok. Bah, moi, je suis Ouais, dans la salle là que tu vois je souvent suis dans sur le les. building d'en face. Ok. Le Silver Tower, c'est deux tours connectées avec des tourelles et tout. Avec des passerelles, je veux dire. Et du coup, c'est comme ça. C'est assez stylé. Donc, on va là. Donc, Kristaps aussi. Et après tout ça, après ta carrière NBA, t'as déjà eu pas mal de blessures en NBA quand même. Ouais. Tu reviens en Euroleague au Barça. Est-ce que quand tu reviens en Euroleague, toute la NBA, les hauts et les bas, est-ce que tu es déçu de retourner en Europe, même si le Barça, ça reste une belle organisation? Est-ce que tu te dis, je reviens 1 an, 2 ans, et le but, c'est tout défoncer pour retourner en NBA? T'es dans quel état d'esprit un peu par rapport à ça? C'est ça mon état d'esprit. Ouais, ok. Je me dis, ok, je fais un pas en arrière pour mieux repartir, tu vois. Donc, surtout que là, il y a Thomas qui a signé au Barça. Tu sais qu'il va te faire des passes. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis, on a toujours bien joué ensemble. Et à ce moment-là, je suis un peu dégoûté de la NBA. Parce que du coup, on m'a fait même sur mon coup... j'avais signé 2 ans avec les Pacers. Ok. Et tout l'été avec Bouna, on leur disait, aux Pacers, on disait, ouais, mais ça se passe comment? On dit, ouais, vous inquiétez pas, pour nous, il est là jusqu'à la fin, il va faire ses 2 ans, et l'année prochaine, il revient. Et un matin, je me réveille et je vois Phil Jackson, je vois que Larry, il a démissionné par rapport au trade de Paul George. de Paul. Ok. Et là, je me dis, putain, c'est la merde. Parce que c'est lui qui m'a fait venir. Ouais. Tu vois, je me dis, là, c'est la merde. Et ça n'a pas manqué. Le 23, du coup, je crois que c'est le 23 août, un truc comme ça, on est censé avoir Ils sont censés te signer avant minuit, sinon c'est automatiquement validé. Ok. Et on t'appelle à 23h, 23h40, 45 pour dire, finalement, on va pas te garder l'année prochaine. Bon. Donc je te retrouve comme ça, sans contrat, sans rien, alors que de base, t'as ton contrat, tu vois. Ouais. Donc à ce moment-là, moi, je suis en équipe de France et... Je crois que c'est le plus gros pétage de câble que j'ai. T'as pété un câble. Ouais. Là, ouais, j'étais là. Mais en fait... Mec, il respecte rien, en fait. Ouais. Y a pas de... C'est là où je me dis, c'est là où officiellement je me dis, tu sais quoi, je vais prendre Barça en considération. Ouais. J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'aller faire autre chose. Je peux pas juste rester en NBA pour un statut. Je peux pas juste rester en NBA pour dire aux gens, ah, mais je suis en NBA, que tout le monde regarde. Ah, t'es en NBA. Non, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'éclater, tu vois, j'ai envie de m'épanouir. Donc, Barça, ils viennent, il y a aucun chichi sur les négos. Ils me donnent tout ce que je veux. C'est une je suis parti. belle ville. Voilà, et je suis parti. Et au final, t'as fait 2 ans au Barça? Ouais, 2 ans. 2 ans au Barça, et après, t'as arrêté ta carrière là-dessus? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, j'arrive à Barça, ça se passe bien. Sito Alonso. J'ai même un coach qui... Je me dis, putain, waouh, c'est ça un coach qui t'aime? Toi, je sais pas combien de coachs qui t'ont... C'est une bonne question. Mais le mec, il me texte. Le soir, il me texte. Il me dit, hey, alors ça va, t'as bien mangé? Le gars, il est là, il a envie. Je me dis, putain, enfin, un coach qui m'aime. Tu vois, donc c'est ça. En NBA, là, sur 4 coachs, 4 ou 5 coachs, je crois que j'ai eu le numéro de 1.
Ouais, ok. Tu vois ou pas? Ouais, Et c'était flip parce qu'on l'avait tous au début, le numéro. Il nous a tous donné. Mais Randy, j'avais pas son numéro. ouais. Et alors, j'ai joué 4 ans pour lui. Derrick, ah oui, Derrick, je l'ai eu, moi. Derrick, je l'avais, parce que c'est un ancien joueur. Mais tout le reste, Milan Ouais. Morgan, pas du tout. Ouais. Donc, du coup, j'arrive avec Cito, il a mon numéro, il m'envoie un message WhatsApp. Si je prends 5 minutes à répondre, le mec, il est inquiet, il est capable de m'appeler. Je dis, bon, ok, lourd, tu vois. Donc, j'arrive, je joue. Ça se passe super bien. Au niveau stats, je crois que je suis à 12 points. Je suis premier, je crois que je mène dans toutes Ouais, les t'es catégories. bien dans ce que tu veux vois. faire et tout. Donc, je me dis, franchement, bien. Ça relance le truc. Je suis dans une nouvelle ville. Je suis à Barça, je me dis, bon, je suis à Barcelone, ça se passe bien, c'est une belle vie, il fait chaud, j'ai une maison, j'habite à 2 minutes de chez Thomas. Donc du coup, on arrive à se voir, on fait des trucs. Donc je me dis, honnêtement, bonne dynamique, tu vois. Et quand je me blesse, du coup, en janvier, à partir de là, c'est là que ça devient compliqué. Mais ils n'arrivent pas à trouver. Ils n'arrivent Ok. pas à trouver ce que j'ai. Donc ils font que me faire des IRM, mais avec les IRM, on voit rien. Donc à un moment, je demande à Bouna si on peut avoir un deuxième avis. Bouna me trouve du coup le contact, Son Ricotet, le chirurgien du coup, à Lyon. Sauf que Barça, il y a des problèmes avec eux. Ce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas que j'ai un deuxième avis. Mais en force, parce qu'ils n'ont pas le droit de m'interdire. Et on y va. On y va. À partir de là, lui, il voit sur l'IRM, il n'y a rien. Donc il me fait un extrait. Mais on voit tout de suite mes ménisques qui sont abîmés. Tu le vois. Ok. Même moi, je connais rien. Je vois tout de suite qu'il y a un problème, tu vois. Donc à partir de là, on sait qu'on va se faire opérer, on va truc. Pareil, ils cherchent à me faire opérer à Barça. Tu veux pas. Je veux pas. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, j'ai un peu pas confiance, en fait. Ça fait déjà 3-4 mois que ça traîne. On aurait pu le faire ça bien plus tôt. Et j'ai pas confiance. Puis en plus, je me dis, le club, encore une fois, il défend ses intérêts. Les mecs, quand t'es blessé, ils cherchent à te faire revenir le plus vite. C'est pas comme la NBA où ils sont bienveillants, où un petit truc, on te met de côté, on s'assure que tout va bien, on te relance. Alors que non, pas du tout. Ils sont prêts à te faire jouer jusqu'à ce que tu te casses. Et après, ils vont enchaîner, ils vont faire autre chose. Que t'es mal au genou dans 5 ans, ils s'en foutent. Hein. C'est ça, tu vois. Donc, alors que moi, ça fait. Tu vois, je suis en NBA. Et en NBA, le total que je me suis arrêté à cause de blessures, c'est 2 semaines. À New York. À Indiana, je fais toute ma saison. Ouais. Tu vois, et à Washington, j'ai eu quelques blessures vite fait, mais rien qui t'empêche de jouer plusieurs mois, tu vois. Ouais. Donc là, j'arrive, parce qu'on se tape des trucs, on se tape des entraînements dans tous les sens. Quand Pesic, il arrive, il n'est pas content, on se tape des entraînements, il nous fait faire 2h, 2h30, 2h40. Aucune considération pour si t'es blessé, pas blessé, il faut que tu fasses la séance. Donc il y a plein de choses comme ça que je fais à Barça, et puis en plus de ça, même en termes de staff, c'est douteux, je le dis, hein, c'est très douteux. Il y a un soir où je sors, je dis à Thomas, mais ils sont où les kinés? Il me dit, mais il y a le Classico, ils sont sûrement partis. Putain. Tu vois, donc c'est ça la réalité quand on est à Barça. Et c'est là où j'ai des petits regrets, mais j'ai fait mon choix, donc je l'assume, mais j'ai des regrets parce que tu te rends compte que c'est pas aussi carré que ça a l'air de l'extérieur, tu vois. Surtout quand tu as connu vraiment la NBA, et les gens, ils sont vraiment dévoués aux joueurs, ils sont vraiment dévoués à ta progression. Non, tout le monde là, on revient en Europe, tout le monde a son petit monde, tout le monde a son truc et tout le monde, tu vois. Donc du coup, Pesic, ça se passe, et puis voilà, beaucoup de stress avec Pesic, beaucoup de choses. Je suis pas prêt quand c'est lui qui me met une date pour que je revienne. C'est pas les médecins, c'est lui qui décide. Coach kiné, quoi. Voilà, à partir, tu connais, Herman, comme Herman Counter, comme les différents coachs. À partir de midi 23 septembre, je crois. Si je me trompe pas, 23 septembre, il faut que tu sois là. Donc on a 4 semaines, un mois. Je suis avec Javi. Et on bosse, mais c'est pas assez. Donc quand j'arrive, il y a encore une gêne. Mais malgré ça, c'est intéressant. Je reviens pour, je crois, le Bayern de Munich. Première action, je tombe sur un mec. Tu te dis, c'est lourd, mais mon genou me fait mal de fou. T'es shooté aux anti-inflammatoires. Tu vois, donc même dans la douche, c'est des choses, vraiment, c'est des choses, tu te dis, mais c'est fou, tu vois, où tu prends tu prends du Voltaren, des trucs dans tous les sens, et c'est le même moment, je leur ai dit, faut qu'on arrête je veux arrêter d'en prendre parce qu'en fait, c'est en train de me niquer le corps, et je sais pas, je vois pas, parce que tu sens rien, en fait. Tu vois, tu sens rien. Donc, quand j'ai commencé à m'exprimer sur ça, j'ai eu plein de profs qui commençaient à avoir plein de problèmes. C'est vrai que les anti-inf, c'est quand même un truc violent. C'est super violent. Ouais. Tu vois, et surtout que nous, on le prenait aussi à la seringue. Donc, du coup, on te pique et on te le met donc à la fesse. Donc, tu as des choses où c'est un anti-inf, mais ça agit tout de suite. Tu vois, donc, tu te dis à un moment, il y a plein de choses où, au fur et à mesure, mon corps, mes genoux, même avec eux,
Je sentais que mes genoux, ils commençaient à... Je sentais que c'est plus pareil. Je sentais que je sautais plus pareil. Et derrière, ça t'entraîne sur la fin de carrière, carrément. T'arrêtes ta carrière, t'as quoi? T'as 30 ans, je crois, non, un truc comme ça. 29 même. Attends, j'ai vu que t'as signé en Chine, non, d'abord? Ouais, d'abord j'ai signé en Chine. Donc ce qui se passe, je prends du temps. Hein. Je l'annonce. De base, je voulais pas l'annoncer. C'est parce qu'avec Erwan, on se retrouve, il me dit de l'annoncer, donc on parle, hein. On discute et puis je le vois sur pas mal de choses. À chaque fois que je veux faire quelque chose, tout le monde entre eux, il joue pas. Ouais, il qu'est-ce joue, que ouais. tu fais, en fait. Ouais. Tu vois, donc à un moment, je me suis dit, bon, ok, j'ai appelé Erwan, on l'a annoncé. Maintenant, tout le process avant ça, je pars de Barça, je me suis fait opérer, donc j'ai fini ma dernière saison. Les derniers matchs, je joue plus, parce qu'avec Pesic, on s'est pris la tête à Andorre. Je joue plus du tout de match, donc je suis même Par plus rapport à la habillé. blessure, du coup? Non, parce que toute l'année, il m'a fait des phases. Et la seule fois où, du coup, j'ai répondu, parce que ça faisait un petit moment, ça commence à faire beaucoup. Il s'en est servi et il a retourné. Ouais. Donc après ça, j'ai eu une réunion avec le JM, j'ai eu une réunion avec les capitaines. C'est toi le méchant. Ouais, c'est moi le méchant. Ah non, mais c'est moi le méchant. Quand, par exemple, quand on lui demande qu'est-ce qui se passe à Andorre, pourquoi, en gros, il me vire il avait déjà prévu son coup. Il m'a viré au premier truc. Et après, il dit aux gens, ouais, mais il est comme ça, il est rabat-joie, c'est Kevin. Je dis, mais moi, je suis jamais rabat-joie. J'arrive partout, je suis souriant, je fais ma vie. Et du coup, je mets un truc sur Twitter. Sauf que le lendemain, c'est sur El Mondo. Ouais. Et à partir de là, il y a un bif qui explose entre nous. D'ailleurs, à partir de là, il m'a plus jamais parlé. Il m'a parlé qu'à la fin. C'est pour me narguer à la fin, pour me dire, à la dernière réunion de l'équipe, j'étais avec Chris Singleton et Thomas, et il m'a dit, call me. Ah non, je te jure. Donc à ce moment-là, donc j'ai tous ces trucs-là dans ma tête, tu vois, que ce soit physique, mental, tous les niveaux, je suis pas bien, tu vois, t'es là en fait et tu subis des choses. Le mec, il a 70 ans, je pourrais lui mettre une balayette et régler le problème, mais écoute, je peux pas le toucher parce que c'est un coach, mais il fait n'importe quoi, tu vois, il fait n'importe quoi, donc j'ai toute cette frustration, donc je rentre. Et ça, on parle quand même d'un des grands coachs du basket européen. Bien sûr, qui coach encore. Et les mecs sont... Qui coach encore. Il est, en fait, après, comme je dis toujours aux gens... De toute façon, je leur ai tous pardonné. Donc, que ce soit moi tout seul, à un moment, c'était important pour avancer pour la suite. Parce que j'avais toujours cette rancœur, ce truc envers les coachs. Mais à un moment, t'as l'impression qu'ils évoluent aussi ou... Les coachs ? Ouais. Parce que moi, quand je vois des interviews, quand je vois cette façon de se comporter, moi, j'ai l'impression qu'en Europe, tu vois. Moi, je pense pas. Et tu vois, ça m'a toujours déçu. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois que Pesic s'était mis, sans rien faire, hein, tout le monde a suivi en fait, que ce soit le club, même tes coéquipiers. Les seuls on s'est battus l'un pour l'autre, c'est avec Thomas. Tu vois, on allait se battre l'un pour l'autre. Mais tout le reste, pas du tout. Tout le monde a regardé les situations, quelles que soient les différentes choses qu'il a dit ou termes racistes ou quel que soit ce qu'il a utilisé à un moment. Personne ne disait rien, tu vois. Tout le monde te regarde tranquillement te faire tuer à petit feu, tu vois. Donc moi, ça m'a vraiment dégoûté. Ouais, donc, dégoûté, quand j'étais en mode, mais alors qu'en NBA, les mecs sont capables de venir. John, plusieurs fois, il va avoir Randy. Pourquoi il joue pas? C'est un no big. Pourquoi il joue pas? Les gars, ils vont s'embrouiller, ils vont prendre le risque. En Europe, tu vois, en Europe, pas du tout. Coach Star, c'est coach star, quoi. C'est ça, coach star. Et puis personne veut te mettre le coach à dos parce qu'une fois que le coach, il a pas besoin de beaucoup. Hein. Une fois qu'il a décidé, c'est fini. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, je suis beaucoup plus. Moi, quand je vais voir un match, je vais voir les joueurs, quoi, tu vois. Je suis d'accord qu'un coach, c'est important. Je suis d'accord qu'il a des choses à t'apporter. Mais à partir du moment où le coach est la star, pour moi, il y a un souci, gros. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Je veux dire, on a commencé à jouer au basket pour être joueur, on n'a pas commencé à jouer au basket pour être coach. Et tu vois, et ça, je suis grave d'accord avec toi. Et après, quand tu prends le côté business, tu dis il faut y avoir un équilibre. Parce que même en NBA, ça leur porte préjudice que les joueurs soient des stars. Parce qu'il y a des joueurs, un joueur peut te dire, ça tu le trades. Non, comme tu dis, il faut un équilibre. Par contre, ça, à l'inverse, c'est le coach qui, peu importe ce qu'il dit, c'est lui qui a raison. Et surtout que c'est les premiers, généralement, de dire, mets ton ego de côté. Ouais, oui. Tu vois, ça, je le dirais jamais assez. Quand tu as un coach qui te dit, mets ton ego de côté, généralement, ça sent très mauvais. On est grave d'accord. Très mauvais. C'est ça, tu vois. Donc j'ai ce dégoût. Je suis grave énervé quand je pars de Barça, mais bon, je rentre chez moi, j'avais mon truc à Miami. Et voilà, c'est là que je me rends compte que ça va être chaud. Il y a la Chine qui est prête à me signer. C'est un gros contrat. On parle de 5-6 mois, 5, même 4-5 mois. Franchement, c'est intéressant. Tu te dis, bon, bien. Je suis prêt à devenir un mercenaire à ce moment-là. Je me dis, ok, je joue plus pour les titres, je joue plus juste pour finir ma carrière. Et je vais prendre le max de bif possible. C'est ce que je me dis, tu vois. En même temps, Kevin, tu as eu ton parcours, tu as eu 3 coachs sur 4 qui disent pas bonjour, tu vois le truc. C'est ça, tu vois.
Donc, un club qui te la met à l'envers, comment tu veux ne pas devenir un mercenaire, quoi. Voilà, donc je me dis ça et je me dis, donc c'est pour ça que j'accepte la Chine. Donc tu vois, il y a l'offre, sauf que je me rends compte petit à petit que je suis en train de compenser sur l'autre genou maintenant. Donc je vais sûrement devoir me faire opérer de l'autre genou. Ok. Tu vois, et donc je retourne voir, je reste un peu, et je le dis tout le temps à mon préparateur physique, je le dis à Bouna, je crois que je vais devoir me faire opérer. Si ça arrive, bah, on m'aura retiré les 2 ménisques, tu vois, donc du coup, ça va. Mais j'essaie d'y croire, donc je continue à m'entraîner, tu vois, j'ai mal, j'ai des douleurs sur le truc, et ça part pas, ça devient de plus en plus, c'est là tout le temps. Et après, je vais voir du coup le docteur, et c'est là que, voilà, on discute. Il me dit, écoute, on t'a déjà retiré le ménisque gauche, intérieur, là on va enlever le droit, là c'est très dur de jouer sans ménisque. Maintenant, ça reste les intérieurs, donc avec du travail, tu pourrais reprendre, mais si tu veux pas finir en chaise roulante ou avoir des prothèses bien plus tôt que tu es censé en avoir, parce que tu vas en avoir quoi qu'il arrive, faut arrêter ou c'est à toi de voir. Et là, t'es dans quel état d'esprit? Comme le dit... Ou alors t'es dégoûté, donc du coup tu te dis, bon allez, on arrête. Comme le dit, j'avais pas pensé assez loin. Je lui dis ok, mais je réalise pas tout de suite. Tu vois, c'est quand je rentre, je commence à réaliser. 30 ans, hein. C'est ça en fait. Ouais. Je commence à réaliser. Je pars à Venise avec la mère de mon enfant. Et je commence à réaliser. On est posé un moment sur une sorte de calèche, c'est ça, ce truc-là, les petits bateaux. Crois, ouais. Donc on est posé dessus, tu vois. Et c'est là que je me rends compte que c'est fini en fait. Tu vois, c'est fini. Ouais. Et je pense que c'est là, à partir de là, tu commences à truc, déjà mentalement, tu pars en dépression. Tu vois, c'est là que tu commences à... Donc je réalise et là, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Donc ça dure longtemps, c'est à côté de moi. Mais je réalise en fait. C'est vrai, au début, c'est dur. Hein, parce que... ce qu'on appelle la petite mort du sportif. Ouais. Je pense que tu n'avais pas en plus forcément anticipé aussi d'arrêter aussitôt. C'est ça, tu vois, moi je fais mes projets chaque été. Je me dis si ça, je me dis ok, peut-être une année sabbatique. Mais pas totalement arrêté, tu vois. Et j'ai encore plein de choses. Je suis là et quand ça arrive, ben, du coup, oui, je pars retraite et c'est pour ça que je prends du temps. Hein. Je l'annonce pas au début, mais ouais, je sais déjà que je connais déjà mon sort. Au cas où. Au cas où, voilà, au cas où. Pas tuer mes trucs, sauf que maintenant j'ai envie de rencontrer des gens, faire du biz, mais maintenant il y a toujours cette ombre du basket. Donc je décide de l'annoncer officiellement. Ok. Et à partir de là. Et derrière ça, du coup, tu pars sur quoi Bon, j'ai quand même gagné un peu d'argent, je reste un peu tranquille quelques années, le temps de savoir un peu ce que je veux faire. T'as parlé d'être pompier. Ouais. Comment tu trouves un peu ta voie derrière? Au début, il n'y a pas. Il n'y a pas de voie. Mentalement, ça ne va pas. Et je pense même que c'est là où ça cause aussi la séparation avec la mère de mon enfant. Ok. Parce que... T'as tout qui arrive d'un coup, quoi. T'as tout, et puis mentalement, moi, je suis une laque. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'ai plus envie de rien. J'ai des économies, donc j'ai de l'argent. Donc c'est là que je t'ai dit encore une fois, l'argent, je le voyais sur mon compte et t'as plus l'envie de vie, tu t'en fous en fait. Même le fait de sortir et d'aller faire du jet ski, il faut avoir envie de vivre, il faut avoir envie d'aller faire un truc. Mais si t'as pas envie et que tout te déprime, c'est dur. Donc à partir de ce moment-là, je suis là et donc je suis à Miami. Mais il y a le temps qui passe. Hein. Mais je prends 25 kilos. Donc, je passe d'un poids de forme à 125, 124 à 150. Et donc, du coup, voilà, je suis là. J'ai plus envie de rien. J'ai pris du poids de fou. Même, tu vois, ton visage, il est bouffi. J'essaye de refaire du sport, mais t'y arrives pas. Je me motive pas vraiment. Donc, ça dure un petit moment. Ça dure 9 mois, ça, comme ça. Facile. Donc, je regarde tout le monde et je me déconnecte. J'enlève les apps de mon téléphone. Dès que j'ouvre ma page, je vois quelqu'un dunker, je vois quelqu'un marquer, je vois des trucs. Ah, t'as envie de disparaître, quoi. Enfin, c'est ça, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'est frustrant. Et puis, tu vois, donc, je sais que je peux plus en faire. Donc, à ce moment-là, voilà, je reste comme ça pendant un petit moment. Et qu'est-ce qui te... Voilà, physiquement, t'es très bien. Oui, très bien. Qu'est-ce qui, du coup, derrière, te redonne un peu de joie de vivre et d'élan? Le premier pub, c'est que je rentre à Paris. Okay. Donc, je rentre à Paris et avec la mère de mon enfant, on se sépare. Donc je perds mon fils, le basket, voilà, tout part d'un coup. Et c'est un jour mon petit frère qui me dit viens, on va faire un basket. Et je lui dis non,
Et ça faisait déjà un an, j'avais pas touché un ballon. Je dis non et tout. Même Olivier, mon pote photographe d'Almeda, je dis non. Donc après, il me dit vas-y, allez, il me saoule un peu. Tu vois, vas-y, donc on y va. Puis j'y vais, puis voilà, tu shootes une fois, ça rentre, tu shootes deux fois, ça rentre. Tu rentres dans ton truc et je me rends compte à quel point, putain, je suis encore bon à ce sport. Et à quel point je l'aime surtout, tu vois. Avec le fait que t'es pas obligé de jouer pour un grand match, juste ça, tu vois. shooter pour le plaisir, quoi. C'est ça, donc déjà j'avais tous mes ballons parce que j'ai plein de ballons de basket chez moi. Et je les avais mis chez mes parents en bas dans la cave, j'avais tout mis, j'avais dégonflé et j'ai enlevé là. À partir de là, j'ai tout regonflé. Donc j'ai tout remis, donc j'ai récupéré mes 15 ballons, ils sont en bas, ils sont là. Et du coup, je commence à refaire des trucs. J'ai un panier chez moi, je commence à shooter un peu. Puis au fur et à mesure, je reprends goût. Je commence donc avec Steve, mon petit frère, on va faire ça. Après ça, avec Jonathan, Olivier, on commence à aller refaire du basket, des choses. Donc à partir de là, je reprends goût. Tu vois, je commence à reprendre goût. Avec mon pote, on commence à voyager. Et à partir de là, je me mets un plan. Pour moi, pour me remettre en place, je me mets un plan. Donc la première étape, c'est physiquement, m'arranger physiquement. Et après, au fur et à mesure, commencer à voir les situations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Me recadrer. À partir de là, je me recadre. Et je pense que là, tu commences à voir un Kevin différent. Sur les réseaux, je poste différent. Ouais. Je commence à revivre et je commence à me retrouver et à faire un truc... Et qu'est-ce que tu as trouvé, du coup, sur ce que tu as envie de faire et d'ailleurs que tu fais actuellement? On sait que tu es GM à Poissy. Ouais. Du coup, je commence... Ah oui, au début, je commence avec... quand j'arrive, je fais de la musique. J'avais un label. Ok. Donc, je commence le label. La musique, c'est assez cool. Je fais disque d'or avec le phare. Donc, ça se passe bien. Maintenant, avec mon associé, c'est moyen. C'est pour ça, à un moment, que j'ai envie de reprendre le basket. Donc, je m'éloigne un peu de la musique. Donc, je fais de la musique. J'ai loué des jet ski. Je commence à avoir un business, un resto avec mes parents. Donc, j'ouvre un resto à Massy. Ok. Un boîte de jeux visuels. J'ai quoi d'autre? À un moment, je rencontre Lionel, donc je commence à ouvrir ma boîte pour les cigares, les différents trucs. Donc, dans tous les cas, je commence à rencontrer des gens. Là, j'ai l'impression que la vie me remet des gens qui ont une direction, qui veulent m'emmener quelque part. Donc, je commence à resuivre un peu les choses. Tu touches à différents projets et tu regardes un peu où ça t'amène, quoi. Je t'ai dit, dès le début, j'ai toujours été très ouvert. Donc, j'ai jamais eu... Le but, j'ai toujours eu des visions sur plusieurs choses. Donc, même quand j'ai commencé, je fais de l'acting. J'ai fait différents trucs. J'ai touché à plein de choses. Tout ce que je pouvais toucher, je l'ai fait. Pour voir un peu qu'est-ce qui me bottait. Aujourd'hui, je sais que dirigeant de club, c'est un truc qui me botte vraiment. Sur le long terme, on verra comment ça se passe, tu vois. Tu diras bonjour aux joueurs ou pas? Tu diras bonjour aux joueurs? Oui, mais moi, tu vois, moi, je te montre cette image. Moi, j'essaie d'être très proche de mes joueurs. Elle t'a marqué. Oui, j'essaie d'être proche, tu vois. Donc, c'est tout l'opposé. Là où je me dis, non, j'essaie de les aider, c'est mon rôle, en fait. Donc, du coup, je fais ça. Il y a quoi d'autre que j'ai fait? Deux choses. J'ai commencé avec First Team. Donc, j'ai commencé à me tester en télé, voir des trucs là. Et puis, pareil, première émission avec First Team. Je dis, tu vois 20 000 fois, tu vois. Donc, je rentre chez moi, je regarde l'émission, je regarde toutes les émissions. M'améliorer. Voilà. Et l'émission d'après, tu vas vraiment vérifier. L'émission d'après, il n'y a aucun tu vois. Même pas pour dire tu vois quelque chose. Et donc, parce qu'à un moment, je rectifie. Donc, je vais pas commencer Et t'apprends vite, toujours. Ouais, donc, toujours. Donc, je me réajuste. Et après, je repars. Et après, à partir de là, je prends des trucs au fur et à mesure, là, des contrats là. Je commence à découvrir le monde des comptes basket, les prestations, les trucs là. Et puis, je commence à me lancer. Je fais de l'associatif. Puis après, je vais à Massy. Puis voilà, c'est parti. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on voit que t'as à nouveau la joie de vivre, quoi. Totalement. T'as plein de projets, c'est super important. Bien sûr, peut-être que des fois, ça te fait encore un petit passement encore quand tu vois un match de basket, je sais pas. Non, honnêtement, surtout maintenant, je suis beaucoup près des terrains. Non. Donc, t'es encore sur le terrain, c'est aussi ça qui te fait plaisir. C'est ça, en fait. Et le fait d'être avec les joueurs, et puis honnêtement, Puis je peux faire du basket. En vérité, je me suis rendu compte que on n'arrête pas vraiment le basket. On arrête d'être payé pour faire du basket. Mais en vérité, du basket, t'en fais quand tu veux. C'est clair. Là, je pourrais partir d'ici et aller sur un terrain et shooter, même à handball, c'est ouvert. Donc, je me dis à un moment, non, c'est pas... Tu reprends la joie de vivre. Au fur et à mesure, tu te construis. Physiquement, je perds mon poids. Mentalement, je redeviens plus fort. Je rencontre quelqu'un. Donc, il y a plein de choses qui se passent où la vie recommence à me redonner des choses. Et aujourd'hui, je suis grave content d'avoir repris ma vie d'avant et après NBA. Parce que maintenant, je suis redevenu... Kevin. Kevin. Même si je pense que c'est fini, ça sera plus jamais. Surtout avec mon corps, un truc quand je parlais de ça avec Rodrigue, où lui, il
les plus simples. Il peut aller partout, mettre une capuche, il passe. Moi, je peux pas mettre une capuche. Tout le monde me voit, même la masse, le truc. Donc, mais en tout cas, oui, aujourd'hui, tu reprends plaisir avec la vie, à équilibrer les trucs, les visites avec mon fils. Puis voilà, mais en tout cas, c'est pas une fin en soi, c'est juste une période qui était dure. Quoi. Je pense que c'est dur, je pense que c'est facile pour personne. Aujourd'hui, quand je vois que Mathias il est blessé à Panathinaikos, je m'inquiète. Tu vois, tout va bien aller, il a re-signé, il a fait son truc. Mais normal, je m'inquiète parce que je suis passé par quelque chose et ça a commencé par ça, cette blessure-là. Donc je me dis aujourd'hui, c'est pour ça que je regarde les gars, j'essaie de les conseiller, de les aider dès que je peux. Ceux qui veulent écouter, je leur donne des conseils, ceux qui veulent pas. Peut-être qu'un jour ils voudront, peut-être pas en fait. Okay. Bon Kevin, très bien. Merci pour le témoignage. En tout cas, c'était super honnête. C'est exactement, quand je t'avais rencontré cet été au Rookie Programme, exactement ce que je pensais. J'espère que ça va aider beaucoup de jeunes, tu vois, aussi à comprendre que bien, la NBA, c'est un objectif fabuleux. Et que si tu as cet objectif et tu peux le réaliser, go. Mais qu'à côté, il y a aussi d'autres choses à faire. Et super content en tout cas de te voir dans un état d'esprit comme ça où tu es bien, tu as des projets. Donc merci à toi et allez Poissy. Allez Poissy.